Salut, vous écoutez un podcast indépendant qui parle de musique et des personnes qui l'écoutent. En interrogeant ma famille, mes amis et des inconnus, je pars à la découverte d'univers musicaux m'étant étrangers. Je fais cela dans la seule optique de mieux comprendre ce média et d'ainsi mieux l'apprécier. Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Akihiro, mon ami. Producteur, monteur et maintenant réalisateur, j'ai souhaité évoquer son rapport à la musique, autant influencé par son Japon natal que par ce qui se fait à l'international. Ainsi, dans cet épisode d'Écolocation, nous parlons de Jeux Olympiques, d'aliens et d'une personne perdue dans l'Éden. Salut Akihiro, comment ça va ? Alors comment Jess ? Merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir, écoute. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de ton rapport à la musique. Et pour commencer, j'aimerais te poser une question toute simple. Qu'as-tu écouté récemment ? Récemment. On est toujours un peu vague. Ah ouais, d'accord. Si. Mais donc grâce, je vais dire plutôt grâce au confinement quand même, on a pas mal de temps quand même de m'enfermer chez soi, enfin donc chez moi. Du coup, j'ai un peu, on va dire, un peu digué, tu vois, donc creusé des archives d'ancienne musique. Comme tu regardes, quand tu vois dans ma chambre, il y a donc la platine, oui, tout à fait, les vinyles et tout. Du coup, je cherchais un peu des vinyles un peu rares. Mais en fait, j'ai trouvé que en YouTube, il y a des gens qui numérisent, tu vois, des platines super rares qui n'existent plus au marché. Il y en a des gens comme ça. Du coup, ce que j'ai récemment écouté, c'est pas les musiques très récentes qui venaient de sortir. C'était pas comme ça, mais plutôt un peu classique qui était super rare. Si tu connais le duo français qui est installé aux États-Unis, qui s'appelle Chinese Man. Non, je connais pas du tout. Hein. Ah ouais. C'est quoi leur genre de musique ? Ouais, c'est marrant parce que c'est deux blancs qui s'appelle Chinese Man. et je crois qu'il y avait un mec qui est d'origine asiatique, mais en tout cas, c'est le concept qui s'appelle Chinese Man. Donc, ils font des samplings, des musiques un peu orientales, enfin, notamment d'origine chinoise, mais ils rappent en utilisant quelques morceaux d'arrière-plan de la musique, je crois que chinoise, mais parfois c'était juste orientale, asiatique. Ils rappent en anglais. Oh, en anglais. Ouais, en anglais. Donc le groupe Chinese Men, c'est deux blancs français. Français. D'ailleurs, un peu, c'est pas parisien. Hein. Pas parisien. Ouais. France un peu profonde, ouais, je sais pas, campagne, qui rappe en anglais sur des samples chinois. Et ils sont installés aux États-Unis maintenant, je crois. Aux États-Unis. D'ailleurs, ils sont entre guillemets par rapport à la génération de rap, ils sont plutôt vus. Ils sont, je crois, que déjà déplacés avant 2000. Ça veut dire aux États-Unis, et émigrés, on va dire, aux États-Unis. Ça remonte déjà, en effet, avant 2000, c'est une autre vague de rap, je sais pas. Ah oui, ils sont... C'est un peu old school, non du coup. Ouais, techniquement, ils sont old school après la génération de IAM, tu vois. Okay. Akhenaton et NTM, ils sont allés aux États-Unis, faire collaboration avec Method Man, par exemple. Qui ça Method Man. Method Man. Ouais. Tu vois, là, on arrive dans... mesdames, messieurs, il y a une grosse écart, gros écart de génération entre nous. Non, mais l'écart générationnel est présent, il est conséquent. Mais c'est ça qui est intéressant. Franchement, il y a encore plus de choses à découvrir. Moi, je suis curieux. Voilà, c'était un peu ça. Du coup, je suis donc d'origine japonaise. Plutôt, je suis japonais. Mais j'aimerais bien quand même de savoir, en fait, c'est toujours la culture hip-hop qui me permet quand même de découvrir de nouvelles cultures, mais au sein de la culture hip-hop. Ça veut dire que la mélange, c'est une sorte de mélange au sein ou plutôt, je vais dire, auprès de la culture hip-hop. C'est un peu la clé. Parce que la culture hip-hop, c'est omniprésente, qui bouge pas. Le concept et l'idéologie, pardon, et la mentalité de hip-hop, ça bouge pas. Mais il y a tout autour de presque toute cette planète Terre, il y a plein de gens qui aiment cette culture-là en mélangeant avec leur propre culture locale. Donc c'était toujours le hip-hop qui m'a permis quand même de savoir cultures différentes. Mais c'est très souvent incarné sur la musique. Ok, donc c'est dingue. Donc ta porte d'entrée en général dans une culture, ça va être la musique, plus précisément le hip-hop.
avec les thématiques, enfin, qui Pour le moment, pour le moment. Pour le moment. Ouais. Ok. Après, je vous cache pas que j'écoute un peu tout. Hein. J'écoute même, par exemple, oui, si on parle récemment, j'ai parlé à mes potes français que voilà, cette musique-là, tu sais, il y a un grand compositeur. Je crois que il est autriche ou un peu allemand. Je crois. Mahler. Ah oui, Gustave Mahler. Gustave Mahler. Celui-là, moi, j'ai un peu. Okay. Moi, j'ai prononcé Mahler, mais les Français n'ont pas compris. Mahler. Ah oui, Mahler. Ah, les gens disent Mahler. Enfin, c'est particulier après. Parce que techniquement, ça s'écrit L-E-R. Oui. Mahler. Comme un compositeur étranger, moi, j'ai pas la prononciation peut-être adéquate. Ouais. Enfin, moi, je dis Malheur parce que je trouve ça très classe. C'est comme le nom commun Malheur. Oui, parce que c'est la prononciation locale de ce pays. Enfin, en tout cas, ça se prononce Malheur. Malheur. Ouais. Je crois. Après, ça c'est clairement germanique, donc. Ouais. Enfin, peut-être que c'est plutôt ça qu'il faut. Ah oui, parce que ta famille, ouais, il y a quelqu'un qui parle allemand aussi dans ta famille. Enfin, Françoise parle allemand, mais même ma mère, en fait, vous savez que maintenant on est tous camerounais dans ma famille, tout ça, et il se trouve que le Cameroun a longtemps été une colonie allemande, donc même si actuellement c'est une colonie française, il y a beaucoup de restes de ce passé allemand, et donc au niveau des institutions notamment, il y a beaucoup d'institutions au Cameroun qui apprennent aux jeunes enfants à parler allemand, ce qui fait que ma mère, qui est née dans les années 70, enfin 60 même, 68, a appris à parler allemand très jeune en fait. Du coup on a ce truc-là. Et je sais pas si ça explique pourquoi je prononce Malheur différemment. Ouais, mais non, mais en fait, je crois que c'est un peu le concept de découvrir la musique. En fait, on se rend pas compte, mais c'est au travers de la musique, on voit toujours différentes cultures, mais sans se rendre compte consciemment que, par exemple, si tu kiffes la musique, le morceau musical, mais tu comprends rien parce que c'est la langue un peu barbare. Enfin, c'est pas berbère, mais barbare. Ouais, c'est étranger. Voilà. Tu peux pas. Mais en fait, tu commences à vraiment kiffer cette musique vraiment à fond, et donc t'auras envie d'en savoir plus. Et bah du coup, tu commences un peu à t'apprendre la langue qui est utilisée, qui est chantée dans ce morceau musical. À ce niveau-là, je pense que la musique, si en revenant à nos moutons, la musique c'est toujours la clé de pousser découvrir l'autre culture que tu connaissais pas encore, et c'était mon cas d'ailleurs depuis que je suis petit. Donc mon père, il était aussi très grand fan de par exemple un peu le rock de génération d'or, un peu comme John Lennon à cette époque-là. Ok. Donc Beatles là-bas à l'époque. Maintenant on pensait que tu vois plutôt folk musique. Le folk c'est fantastique. Ouais. Voilà. Parce qu'au Japon aussi à l'époque, il y avait par exemple, c'est quelqu'un parmi vous qui connaissez déjà, mais il y a une génération de rock, on va dire génération d'or de rock japonais. Il y avait une groupe qui était super connue, un peu comme Beatles à la japonaise, qui s'appelle Happy End. D'accord. Happy End. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un pote d'origine tunisino-égyptienne, qui est français, qui s'appelle Rami. Il aime bien, je sais pas pourquoi, des rock japonais des années 70. Alors Akiro, tu vas dire que je sais pas, que c'est Rami qui m'a inspiré ou quoi, mais je connais très peu de ces morceaux-là, mais j'adore. Enfin, genre, je connais pas Happy End, donc je vais clairement écouter ça après, mais j'ai découvert un groupe aussi de folk japonais des années 70 qui s'appelle, je pense, c'est Folk Knights. Les chevaliers du folk, je sais pas s'ils sont très connus là-bas parce que j'ai pas le contexte culturel. D'accord. Mais j'avais vu qu'ils avaient fait un concert, ils ont beaucoup de vidéos de live sur YouTube, et à chaque fois que j'écoute ça, je me dis, mais, ça, c'est une musique où je me dis, je suis pas né à la bonne époque. Ok, la prochaine fois, mesdames, messieurs, on va inviter un Français d'origine tuniso-égyptienne qui s'appelle Rami. Voilà. Mais ce serait dingue, parce que, je sais pas, c'est... Après, il est pas spécialiste de la musique machin, hein. C'est juste, il est un grand fan de bizarrement. Mais c'est tout aussi intéressant. C'est pas du tout son métier, mais à chaque fois qu'il me demande, Hakim, c'est quoi ton... du coup, je lui envoyé quand même la liste intégrale de toutes les musiques de l'époque. Et en fait, quand on passe quand on monte dans sa voiture, à chaque fois
qui joue la musique de des japonaises, genre même que je connaissais pas, des années 80, carrément, 70. il retrouve des trucs. Où tu as trouvé ce truc? Ouais, à la République, tu vois, le magasin de vinyle. Oh là là, non, c'est un vrai passionné quand même. Ouais. C'est un vrai passionné. Ça, Des années 70, bah tu sais, bah même il est pas mesquin, mais quand même, genre, parfois il y a des vinyles super, tu vois, qui sont devenus un peu vintage. Un seul vinyle, pardon, qui coûte genre 200 balles, 300 balles. Oh, Mais ce type-là, Rami, il achète direct. Sans me poser de questions. C'est le genre de personne, c'est Si c'est un peu rare, pas très trouvable en ligne, il achète direct. D'ailleurs, je me pose une question, t'as évoqué plutôt, ton tourne-disque, qui est donc très très beau, vous voyez pas, mais il est vraiment cool. Merci. T'as une belle collection de vinyles. Mais est-ce que c'est, la façon principale dont t'écoutes de la musique? C'est surtout vinyle, bien tu vas aussi écouter, je sais pas, sur ton PC, ton téléphone, D'accord. par CD même. En fait, c'est toujours, je crois qu'il y a parmi les gens qui préfèrent, genre comment dire, les gens qui aiment toujours écouter la musique, entre guillemets numérique, parce que techniquement parlant, vinyle et platine, donc ce duo-là, en fait, c'est une sorte de fréquence musicale non numérisée techniquement. Alors oui, bien sûr, c'est une machine, mais c'est pas numérisé. Du coup, la type de fréquence musicale, donc ce qu'on entendre au travers de nos oreilles, c'est pas pareil. En fait, ça veut dire que plus tu joues un vinyle, ça abîme. En fait, ça veut dire il y a une sorte de beauté éphémère, tu vois. Oh. Plus on les écoute, en fait, ça change super subtil, hein. Mais un peu comme VHS, tu vois. Ok, avec le temps. Voilà. Ils perdent un peu en qualité. Il y a toujours des petits grains de bruit qui sont présents tout le morceau, genre. Parfois, genre au niveau de remixage, on ajoute bénévolement pour les morceaux pour qu'il ait un peu de l'air un peu, on va dire, vintage. Juste ce côté un peu nostalgique. Voilà. Mais c'est pas pareil. Parce que dès qu'on numérise quelque chose, en fait, ce qu'on entend au travers sonorité, c'est que un peu, en fait, c'est trop pas fait. D'accord. Ouais. Alors que la beauté du vinyle, du coup, c'est un peu dans son imperfection. Voilà. Ouais, je ressens que j'ai vraiment vieilli, là. c'est un peu comme quand j'étais petit, mon tonton disait, ah ouais, c'est pas bien de jouer au Game Boy. Non, moi je jouais toujours dans le jardin, c'est pas bien. De la musique numérique, c'est trop simple. Voilà. Alors qu'avant, en imaginant un jour, notre génération, enfin, genre un peu ta génération, on va commencer à dire, oh là là, écoute vraie musique, tu dois écouter vraiment Justin Bieber et les Billy Elliot. Il faut vraiment écouter vraie musique quand même. Justin Bieber, c'est vraie musique. Il y a des gens, c'est sûr, en 2050, en 2060, il y aura des gens qui seront en mode, pourquoi tu connais pas Baby de Justin Bieber? C'était le bon vieux temps. Et là, maintenant, notre génération dit, ah ouais, quand même, des années 80, c'était vraiment meilleur moment. Et dans 30 ans, sûrement, il y a quelqu'un qui dit, tu connais jamais, quand même, BTS, Justin Bieber. C'était de vraies musiques. Ça, c'est inévitable. Je pense que, mais j'ai hâte de voir comment on se comportera par rapport à ça. Non, mais sûrement. On garde ça, son enregistrement jusqu'à 2050. Parfait. On va voir. Réécoutez à ce moment-là et dites-nous si on a tort, parce que je pense qu'il y a beaucoup de vérités qui sont dites. Voilà, on avait prévu 2021. Attends, mais j'aimerais rebondir sur autre chose. Donc, t'as parlé un peu avant de ton ami Araim, qui écoute du bon folk japonais des années 70. Comment toi, Akiro, tu découvres de la musique en général? C'est par tes amis, c'est en ligne, quand tu recherches des vinyles de collection par exemple, comment ça se passe en général? Ok, je vous cache pas que vous, général, pas uniquement Jessie, mais bon, quand même, on peut pas cacher qu'il y a maintenant, il y a quand même une plateforme gigantesque, on va dire globale, YouTube, mais qui permet aussi de chercher les musiques un peu par leur suggestion. Tu sais, il y a une sorte de cadre à côté, tu vois. Ouais. De la vidéothèque
t'es en train de regarder, que ça veut dire que probablement des vidéos concernées au sujet dont t'es en train de regarder la vidéo. Donc c'est vrai que je cache pas que je regarde très souvent YouTube pour savoir par exemple un nouveau trailer de film, machin. Donc ça c'est une manière. Mais récemment je suis un peu isolé de ce domaine-là, mais comme je faisais tout le temps breakdance, en fait il y a toujours des gars qui ont découvert la musique qui tue, une sorte de tuerie, mais personne connaissait. Et donc lors de par exemple battle, tu vois, une sorte de compétition de danse, donc il y a des DJ professionnels qui doivent faire monter l'ambiance, donc c'est un peu leur métier de trouver une musique des musiques de tuerie. Donc oui. ça va, mais même au training, tu vois. Par exemple, si vous connaissez l'endroit qui s'appelle 104, qui vient de se rouvrir, je crois. Ok. Parce que tous les endroits culturels étaient fermés. Avec le Covid. Ouais. Donc c'est un studio de danse. Non, en fait. Ah oui. Attends, ouais, parce que t'habites pas dans Paris. Alors 104, c'est un endroit je crois que c'est semi-public. Donc organisé par l'État aussi, une sorte d'endroit, c'est une sorte d'endroit d'expo artistique. D'accord. Mais énorme. Genre, je crois que au niveau de ce sol carré, c'est plus de 200-300 mètres carrés quoi. Ah ouais. C'est vraiment un grand espace. Conséquent. Ouais. Et il y a donc il y a une sorte de hall intérieur et il y a un autre hall d'ailleurs qui est lié au. Bah, en fait, c'est une sorte de comment dire. Il y a trois grandes halls, sans cesse, mais il y a partie avec cover, donc ce toit et l'extérieur, machin. Et il y a aussi des petits magasins culturels à côté, donc il y a boutique, il y a une librairie, bibliothèque, il y a même des restos qui s'appellent le Café Caché, je crois. Café Caché. En plus, il est vraiment caché. Bah, du coup, dès que t'arrives, en fait, il y a quelque chose à manger ici ou on sait pas. C'est caché. Ah oui, c'est caché. Là, pour le coup, mais c'est vraiment une adresse précieuse là que tu nous donnes. Oui. Les gens vont devenir fous, je pense. Et un café qui n'est pas caché. Mais par exemple, on fait l'expo de Kiss Feeling. Tu vois, le Kiss Feeling, c'est l'artiste de, tu vois, le art moderne. Oui. Un peu même génération que Andy Warhol. Ouais, mais j'achète ces t-shirts, voilà. C'est super cool. Et il y avait aussi l'expo de, comment ça s'appelle, l'artiste féministe qui a fait des statues un peu, des statues féminines un peu grosses par exprès. J'ai pas envie de dire une bêtise. Je sais pas du tout. Les gars, probablement Jess va quand même enchaîner un peu en ligne après, qu'on va trouver. Quel artiste on va parler. Et, en tout cas, c'est une artiste, je crois qu'il y a un 2. Comme Marquis de Sade, mais c'est pas lui. Je pense pas. Ça serait incroyable. Pas du tout. Mais en tout cas, il y a tas d'expos vraiment tous les jours. Et il y a aussi des séances de danse. Ça veut dire qu'il y a des cours. Ils donnent des cours de danse. C'est juste pour faire, tu vois, un peu comme yoga ou pilates, machin. Mais aussi, il y a des cours plutôt pour pas des débutants, mais plutôt niveau plutôt haut. Cours de danse contemporaine, je crois. Et après, comment il est connu principalement, c'est l'endroit d'entraînement pour les performeurs, y compris même. Ce qui est vraiment bien, c'est que je crois que c'est à partir de 10h jusqu'à 19h. En général, l'endroit est ouvert. C'est dommage parce qu'on voit pas. Mais ici, je pourrais montrer ce que ça donne comme image. En fait, l'endroit, c'est vraiment super dégagé. Alors, en plus, il y a le toit. Ça veut dire, même quand il pleut, on peut s'entraîner là-bas. Ouais, tu peux toujours t'entraîner. Et je crois qu'au niveau de capacité d'accueil, c'est vraiment comme ça. Oh, en effet. Et il y a toujours des danseurs majoritairement hip-hop qui s'entraînent là-bas comme ça. Mais ça doit être parfait. Donc, pour toi, pour sociabiliser au niveau du breakdance, en apprendre plus. En plus, je vois comme il y a des jongleurs, machin, je vois des performeurs. Mais je n'irais complètement ce centre culturel, quoi. Bah, en plus, c'est gratuit. Pour rentrer. Pour rentrer, c'est gratuit. Pour rentrer. Ensuite, si on veut peut-être suivre des cours là, il faut tout voilà. Mais c'est un des endroits le plus séduisant pour tous les performeurs, même européens, non européens.
parce qu'il y a pas mal des Européens, artistes ou danseurs européens qui visitent là-bas. Et donc, c'est un peu l'endroit sur lequel que je découvre. Bah, du coup, il y a quelqu'un qui donne des musiques qu'on connaissait pas. Ouais. Bah, écoute, mais tu l'as trouvé où ça, mec? Attends, mais est-ce qu'il y en a une particulière, tu t'es dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? C'est vraiment pas mal quand t'étais au 104. Une musique, tu t'es dit, ah ouais, celle-là est pas mal. Ouais, par exemple, le morceau musical que j'ai découvert directement au 104, c'était, peut-être qu'en fait, c'est une des musiques de breakdance quand même. Mais... Ah oui! Non, c'était remix de Michael Jackson. Oh, un remix, ok. Remix de Michael Jackson. En fait, c'est dommage parce que parfois des hip-hoppers, ils ont fait un peu comme sampling, au nombre de sampling. En fait, parfois c'est illégal, tu vois. Ok. Donc en fait, on peut pas laisser jouer en ligne quand même, c'est dommage parce qu'il y a toujours le problème de droit d'auteur machin. Mais c'était sampling de Attendez, c'était le sampling de Michael Jackson. De quelle musique? Billie Jean Edo Smith remix. En fait, c'est Michael Jackson Billie Jean avec ses paroles. Mais en fait, en arrière-plan, ça veut dire la musicalité qui passe derrière, c'est différent. En tout cas, c'est très chouette. Mais ça, je mettrai dans ta playlist personnelle, avec l'épisode, évidemment. Et t'as déjà dansé dessus? Ouais, en fait, c'était pas Breakdancer qui ont joué. C'était, je crois que c'est Locker. Oh, ça, c'est un autre, une sous-catégorie, je pense encore. Là. En fait, c'est ça qui est la volonté de 104 aussi. En fait, on est tous mélangés. Donc, on coexiste là-bas. Donc, il y a même des ballerines, tu vois. Oh, wow. C'est vraiment très il y a à côté de ballerina, il y a des pop-art, donc qui fait du popping, et locker aussi, mais il y a, à l'époque, parce que je suis un peu éloigné récemment, parce que d'ailleurs il était fermé, il y avait, je crois que 30%, 40% sont breaker, et notre grande majorité, c'est donc, danse hip-hop. Bah, je sais pas, on les appelle hip-hopard, mais en tout cas la danse hip-hop, danseur hip-hop, en grande catégorie. Ça veut dire qu'y compris jazz, middle school, old school, danse old school, machin. Donc il y a tout, mais en tout cas catégorie de danse de debout, ce qu'on appelle. La danse de debout? En fait, c'est un peu subjectivité, mais il y a deux catégories qui dansent en touchant au sol. Ça veut dire breaker. Okay. C'est ce qu'on appelle la danse de sol. Au contraire, quelqu'un qui touche pas avec tes mains au sol, ça veut dire danse de debout. D'accord. Ok. En fait, c'est la raison, tu sais, il y a l'association, une association organisateur de grandes compétitions qui s'appelle Juste Debout. Donc c'est en fait c'est ça veut dans dire le nom quoi. C'est à part les breakers, je crois. Si ça se trouve, ils sont un peu nuancés ou pas. Non, ça c'est l'excrimination. Non, parce que justement, il s'appelle Juste Debout. Juste debout. Ouais. Juste debout. Bah, en tout cas, c'est une des compétitions internationales, je crois que maintenant. Donc c'est pas pour les breakers, non? Bien c'est plus... en fait, c'est général. Justement, c'est pour la danse hip-hop. Ah, Juste debout. L'Eurobu, je crois que oui, ça, en fait, c'est une grande compétition. Ils font compétition finale à la stade de Bercy là. Avec ton nom, Bercy en plus c'est immense, c'est une grosse renommée. Genre, il y a milliers de gens qui visitent. Oh là là. Ce type de compétition, ça me manque quand même. Mais récemment, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à rouvrir. On dirait que progressivement ça rouvre, je pense bien. Mais attends, t'as fait des compétitions toi? De breakdance? Ouais. À l'époque, quoi. Non, raconte-nous, mais non. J'ai déjà 30... Je vais bientôt avoir 32 ans. J'ai plus de six-pack. Oh non, mais non. Non. Il est humble. J'étais pas très doué non plus, mais heureusement, en fait, je suis, en fin de compte, je suis quelqu'un de très très chanceux. Du coup, dès que je me suis mis finalement vraiment au profond un peu de merde, il y a quelqu'un qui était toujours à côté de moi de me guider sur une bonne route. Par exemple, au Japon, c'est un peu comme Corée du Sud.
il y a une vraie compétition de concours d'entrée à l'université. Ouais. C'est très très hiérarchisé. Ça veut dire si tu es allé par exemple, alors comparé au système pédagogique de la France, c'est un peu comme si tu es diplômé de Sciences Po Paris ou Sciences Po Lyon, genre un peu hiérarchisé par rapport à ton record au diplôme. Attends, c'est-à-dire que, par rapport à tes notes, ou bien dans ton diplôme, c'est ta valeur un peu sur le monde du travail. On s'en fout de tes notes, quand même. Ouais. Et si t'es diplômé par exemple, pour éviter quand même d'hiérarchiser par rapport aux régions, du coup, imagine que si t'es diplômé de, quelques régions, si t'es diplômé de Sciences Po Paris, et si, t'as un pote qui était diplômé d'université publique, mais quand même, genre l'autre région, hors de Paris. Ok. Ça veut dire que t'es déjà supérieur. Juste ton CV est mu. Voilà. D'accord. C'est un peu comme, mais on m'a dit ça en France, c'est plutôt comme jusqu'à quand tu continues tes études. Ton diplôme de master, t'es mu que quelqu'un de licence. Et au Japon, c'est plutôt quelle école supérieure que dans lequel t'es diplômé. Ouais. Où tu vas, là, ça va te donner un avantage ou pas par rapport aux autres. Et du coup, par exemple, moi, j'ai raté quand même dans le concours d'entrée. J'ai passé 1 an de prépa, mais j'ai quand même raté. Mais grâce à ça, j'ai rencontré mon maître qui fréquentait à l'université où je fréquentais, où j'allais. Du coup, c'était un endroit un peu, il y avait un endroit d'entraînement pour tout le monde, ouvert un peu comme la porte ouverte au public. À l'époque, j'ai rencontré mon ancien maître quand même, mais qui s'appelle Nori, B-Boy Nori, qui est un des représentants de groupe qui s'appelle Florieuse en anglais, qui a gagné à Battle of the Year. C'est une des compétitions mondiales. Le plus grande compétition, l'une des plus compétitions mondiales pour les breakers. Donc à l'époque il était déjà très fort en tant que japonais, mais en tout cas il est devenu au moins champion du monde en groupe. Il y a B-Boy Taisuke, B-Boy Nori et B-Boy Steez. À l'époque il y avait pas trop d'Instagram machin, donc ils ont pas fait une grosse promotion. Mais c'est un des quelqu'un que je respecte le plus dans toute ma vie, parce qu'il a fait des itinéraires, c'était pas très facile, parce que ça a changé un peu, mais à l'époque, tu sais, de vivre en tant que danseur professionnel, il y avait pas trop de moyens quand même pour s'alimenter, quoi, tu vois. Malgré son statut quand même de champion de Battle of the Year, c'est incroyable, là t'en parles comme ça. Oui, en imaginant si t'étais quand même joueur de basket, c'était un peu comme t'es un joueur de basket NBA. Ouais, c'est un peu ça. C'est dingue. Mais non, en fait le truc c'est qu'à l'époque il y avait pas trop de qualification ou le système qui pourrait accepter statut de danseur professionnel au Japon. Mais grâce à l'internet maintenant, on a pas mal d'occasions le montrer. Par exemple, il y a des danseurs influenceurs entre guillemets, donc qui gagnent leur vie avec des pubs sur réseaux sociaux en tant qu'influenceurs ou youtubeurs, donc danseurs / youtubeurs. Et au Japon, il y en a pas mal grâce à ça, parce que je crois que l'État japonais a officiellement intégré dans la catégorie pédagogique de lycée, je crois, pour les lycéens, il y a des cours de danse. Oh, ça c'est une grosse avancée. Ouais. D'ailleurs, hip-hop, hein. Je ne savais pas pourquoi. Il y a quelqu'un dans l'admiration japonaise qui disait, en fait, est-ce que les gars, ça vous dit quand même d'intégrer les cours de danse hip-hop? Ok. Et on dégage quoi à la place? Non, c'est pas vrai. C'était nécessaire. Voilà. Et non, c'est bien. Et vous savez quoi? Du coup, maintenant, il y a une catégorie des Jeux Olympiques, breakdance. Mais c'est vrai que ça, j'avais vu l'information passer. Il y avait gros débat. Ouais, à ce moment-là? Parmi les breakers, ouais. Ah, si ça doit être reconnu ou pas par la session olympique. En fait, c'est ça qui déjà, la base de mentalité de breakdance. Ouais, c'est un peu notre côté, un peu hipster, je crois. Mais, en fait, authentiquement parlant, genre, il y a quelqu'un on va dire, breaker authentique,
donc old school, notre mentalité c'était de b-boying, donc de faire breakdance. En fait, pas mal de gens qui se rendent pas compte, mais il y a un mot b-boy. C'est pas quelqu'un qui s'habille en baggy ou gros t-shirts comme ça, mais non, b-boy ça veut dire b-boying, breaking boy. Quelqu'un qui font des breakdance. Ok. Donc, c'est la nuance. Voilà, juste, ouais. c'est abréviation de breaking boy, break boy, je sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui fait de la breakdance. Du coup, là, la mentalité de old school, enfin, donc, mentalité originale de breakdance, c'est que on gagne pas d'argent par la danse, mais b-boying, c'est la manière de vie. Ok, c'est un lifestyle. Ouais, c'est plutôt un peu comme NGO, tu vois, ONG. Oh, ok. On gagne pas d'argent par la danse, c'est la manière de vivre. Ouais, c'est très très bénévole. Ouais. Enfin, ça reste une passion à côté, c'est pas lucratif. Mais en plus, hein, si vous avez vu déjà les battles de breakdance ou danse hip-hop, il y a des petits symboles d'insultes contre ton, tu vois. C'est pas un groupe. Ouais. Par exemple, il y a un symbole. Heureusement qu'il n'y a pas de visuel. Il y a quand même, il y a un signe à main qui fait comme ça. Ok, donc ça dans le milieu, c'est très mauvais. En imaginant aux Jeux Olympiques, il y a quelqu'un qui fait. Ça serait Erreur technique. Attends. Petite faute, la Merci pénalité. de votre patience. En fait, c'est deux mondes qui sont assez différents tout de même, tu penses. Voilà, la mentalité est différente. Ouais. Mais en fait, à la base, la culture de breakdance a été inventée par les un peu des voyous de quartier à Bronx à l'époque pour éviter éviter de la violence. Et pour qualifier gagnant et perdant de territoire à l'époque, j'imagine. Un peu comme semi-gangster, tu vois, quelqu'un qui ont failli devenir gangster mais qui reste quand même le droit chemin de droit, mais qui sont toujours un peu délinquants. Pour éviter les effusions de sang, voilà. C'est comme ça qu'on règle les conflits. C'est trop con quand même de blesser l'un l'autre au lieu de ça pour clarifier qui a gagné, qui a le droit de parler de machin. On fait compétition de danse. Donc c'était ça la mentalité originale qui a été née à Bronx à l'époque. Donc c'était ça le concept de breakdance. Donc c'est un peu normal qu'il y a des signes à main un peu évidemment un peu bad boy. C'est lié à l'histoire, tout simplement. Il y a aussi comme ça et aussi par exemple ce symbole là, ça veut dire que tu mémorises par cœur la danse. Ça veut dire que ton passage c'est juste une sorte de cercle. C'est pas la danse. Et on fait comme ça. Ça veut dire que t'écoutes pas la musique. Tu fais juste des passages, un peu des gros passages, un peu dynamiques, mais c'est pas la danse. Il faut s'adapter, il faut être vraiment un bon breaker. Un symbole comme ça pour bénévolement fait pour insulter. Ok. Ah, c'est ultra intéressant. Donc, franchement, la culture du break, c'est assez riche. Du coup, si donc jour national de breakdance qui font ça au public, ça provoque la problème. Ça pourrait, mais enfin, comment dire, je sais pas si du coup la première, il y a déjà eu un premier test avec des JO avec le breakdance. Oui, c'est d'ailleurs à partir des Jeux Olympiques prochains. Hein. Ah, en France, ça va arriver. 24. Ah bon, ouais. En 2024. J'étais pas très intéressé par cet événement. Bon, c'est comme ça lié au Japon, donc c'est assez iconique. Même j'ai vu qu'il y avait beaucoup de communication. Mais ouais. Cette fois-ci au Japon, on n'a pas encore l'intégré comme catégorie, mais à partir des Jeux Olympiques prochains. Donc à Paris, qui aura lieu à Paris. Ah, ceux qui seront à Paris. Bon, mais alors tu vois, je suis pas très sport, mais là je serais vraiment attentif. Ouais. Ok. Ah, c'est très intéressant. Ouais, parce que les gens, donc le public majoritaire qui regarde les Jeux Olympiques, c'est ceux qui attendent sportsmanship. Ils veulent voir les gens se dépasser dans leur profession. Du coup, c'est pas le même public en fait qui regarde la breakdance et les Jeux Olympiques. Du coup, c'est la raison du coup, il y a même parmi les breakers qui pensaient que non, vaut mieux de ne pas publier au public, car on sait bien que ça provoquerait des problèmes. Parce que tu vois, l'idée originale du breakdance, c'est pas pareil. C'est pas pour montrer au public, mais l'autre côté, ça serait très bonne occasion de montrer notre culture. Pour aussi la populariser. Voilà. Comme ça, on pourrait gagner plus de manières de vie. On dit pas qu'on gagne d'argent plus que ça, mais indirectement, on peut dire que
on va dire que oui, comme ça, on aurait plus d'occasions qui nous permet de vivre en tant que breaker professionnel. C'est vrai. Au-delà d'être youtubeur, d'être influenceur, Voilà. Sportivement, vous êtes du coup des athlètes. Exactement. Parce que ça demande aussi beaucoup de rigueur et de travail. Donc ça, c'est le bon côté aussi, tu vois. Ouais, complètement. Mais il y a toujours le dilemme. Mais c'est un peu pareil quand même tous les domaines, j'imagine, parce que même, par exemple, si on parle toujours de la musique, en tant que compositeur, tu vas vivre en composant quand même la musique que tu kiffes tout le temps. C'est très très difficile. Il faut que tu fasses genre jingle de pub. Pas très artistiquement intéressant, mais quand même. Ok. Pour t'alimenter, pour s'alimenter. Donc, ouais. C'est toujours conflit entre créatif et artistique. Et voilà. Le créatif pour plutôt commercial. Commercial, ouais. Pour se nourrir. C'est une dichotomie très très intéressante. Comme là on revient un peu sur la musique, j'aimerais aussi évoquer une chose dont t'as parlé un peu plus tôt. C'est ton enfance, avec ton père qui écoutait des morceaux de rock, l'âge d'or et tout. Ouais. Si tu pouvais, comment dire, s'il y avait une musique qui représentait ton enfance, laquelle ce serait? Une seule? Tu peux en choisir plusieurs. C'est difficile de ma part. C'est la question qui se perturbe quand même. Parce que c'est un peu pareil que, c'est quoi ton film préféré? Bien sûr que c'est une très bonne question. Est-ce que c'est jusqu'à combien au niveau de rang ou pas? Mais je sais. Une musique représentative de mon enfance. Alors, j'attendais pas ça quand même, cette question. Je vais te dire ce que mon père nous a fait écouter tout le temps. Ouais, c'est quand même un peu standard, mais Beatles qu'on écoutait tout le temps. Je crois même plus quand même le titre, mais Hello, hello, I don't know why you say goodbye, I say hello. Oh, You say yes, I say no. Ouais. Après, il y a plein de musique japonaise, hein, parce que mon père, en fait, c'est un peu le règle numéro 1 de chez Ayashi, donc chez moi. En fait, à chaque fois, on décide quand même le droit de choisir la musique dans la voiture. Dans la voiture. Et ça tournait, bien c'était toujours. Ah ouais, ça tourne toujours. Ok. Où on fait des débats. Alors aujourd'hui, qui va décider d'abord? Mais c'est bien, c'est très démocratique. Ouais. On était très démocratisés dans la voiture. Oui, parce que c'est très important quand même de garder l'ambiance dans la voiture. C'est important, c'est un bon moment. Oui. Ouais, mais quand même, mon père il commençait toujours avec Beatles, mais après c'est un peu niche, mais il y a un groupe, si j'ose dire, de ZM, c'était Thousand All Stars. Okay. C'est un groupe, on va dire un peu comme Beatles japonais. Donc un peu rock à la base, mais qui mélange avec le folk music, ou un peu folk music et un peu pas froid. Ils font des trucs un peu originaux, genre un peu mélangés avec par exemple swing jazz. Comment on pourrait catégoriser cette musique? Enfin, c'est pas R&B, mais soul par exemple. Ah, de la soul. Soul. Oui, donc ils se catégorisent comme chanteurs de pop. Mais genre à l'époque, en fait, c'est très connu au Japon de mélanger un peu tous les genres sur la catégorie de pop. Ok, donc les gens vont dire pop, mais il y aura bien plus en fait de variétés. En fait, déjà catégorisation de la musique pop, machin, c'est arrivé au sein des Américains qui sont venus au Japon. Du coup, jusqu'à ce moment-là, il y a que des chansons japonaises, tu vois. Parce que c'est vrai, là t'évoquais, toutes ces influences là musicales, tu disais, la soul, le free jazz, swing jazz. Swing jazz, ouais. Swing jazz, et je me suis dit, mais attends, mais quand même, c'est incroyable qu'au Japon il y ait autant d'influence en fait musicale. Donc tu penses que c'est peut-être lié aux Américains, c'est ça? Ouais, c'était, vous savez quoi, genre après, le Japon, on a perdu la Deuxième Guerre mondiale. En fait,
après ça, genre la mentalité japonaise, qu'on croyait un peu aveuglément que le Japon c'est un pays de divinité, tu vois. Donc c'est le top pays, un peu comme Top Chef, mais on a perdu. Ça veut dire que ce qu'on a croyé c'était pas vérité. Et les ricains, excuse-moi, les Américains. Oh. Les Américains, on va découper ça après. Les Américains ont bien utilisé, un peu abusé ce côté-là de croyances natives des Japonais. Voilà, donc ils ont dit, en fait, ce que vous croyez c'était de la merde. Oh wow. Donc non seulement ils ont brisé votre réalité. Regardez, vous avez perdu la guerre, vous êtes très pauvre, vous avez été bombardé entre guillemets par nous, vous avez rien. Mais si vous croyez la manière de vivre à l'américaine, vous auriez être heureux, très riche. D'accord. Regardez-nous à la vie à l'américaine, on a des bons bagnoles, on a des grandes maisons, comme ça vous pouvez être comme des Américains, vous pouvez être gagnant de vie. Et beaucoup les Japonais disent, en plus les Américains nous ont interdit par exemple de s'habiller à la japonaise. Tu vois, la manière de samouraï et donc possession de sable. Voilà, en tout cas, de katana. Ouais. C'était interdit par la loi, enforcé par les Américains. Donc c'est vraiment, vraiment une vraie rupture culturelle. Du coup, on a croyé tout ce qu'on a cru jusqu'à ce moment-là, et tout démoli. Ah, c'était pas la vérité en fait. C'est un remodèlement complet en fait de la société japonaise. Et d'ailleurs, on est obligé de suivre tout ça, la manière de vivre, je dis pas occidentale, mais c'est plutôt américaine. Ouais, vraiment pour le coup américain. Il y a pas eu de choix, peut-être il y a eu des rébellions, je sais pas, des résistances à ce moment-là. Si, en fait c'est une fiction, mais par exemple ce qu'on voit au travers le film, dans le film Last Samurai avec Tom Cruise, c'était un peu la vérité. Enfin, ça reste une fiction quand même, mais en fait du coup il y a des résistances de samouraïs. Donc quelqu'un qui était un peu comme résistance traditionnelle, on va dire, qui était donc un peu conservatoire dans un sens. Ouais, les Japonais, il faut quand même il nous faut quand même garder notre traditionnel, mais dans un sens un peu têteux, tu vois. Tout de même. Voilà. Mais c'est un registre différent parce que là c'est quand même plus grave comme thème, mais ça me rappelle un peu l'histoire de Gintama. Ah oui. Voilà, c'est un peu ça. L'histoire de donc manga Gintama qui a été publié au sein de Shogakukan. Ici, je crois que c'est l'édition Kana. Je pense bien. Ouais. C'était en fait une sorte de donc l'envahissement des aliens, c'était un peu comme hommage des occidentaux en fait. Wow, mais maintenant j'ai une vision complètement différente. Enfin, déjà, j'appréciais beaucoup. En fait, pour les Japonais à l'époque, c'était vraiment autant d'impact. La culture occidentale, ils connaissaient rien. Rien du tout. Ouais. Parce que c'est ça, les Gintama, c'est comme si c'est vraiment donc des aliens qui envahissent le Japon feudal. Un peu comme l'arrivée des aliens en fait pour les Japonais. Oh, mais finalement c'est la même chose parce que c'est une culture. Le Japon était refermé un peu, complètement sur soi. Ouais. Et donc cette ouverture au monde, c'est une ouverture au monde inconnu. C'est exactement ça. Après il y a des commerçants qui étaient quand même permis quand même de faire un voyagement un peu partout, et il y a des expatriés aussi. Mais c'était les gens très très limités, très sélectionnés. Il y avait vraiment que une petite partie d'élite qui était censée partir du Japon. Et je comprends, c'était un peu la force de la mentalité japonaise aussi. Mais merci Portugais et les Américains qui faisaient toujours une négociation. Parce que moi personnellement, je suis quelqu'un de très curieux quand même de savoir ce que la culture et des pays, des paysages, machin, que je connaissais pas. Ouais. Moi, j'ai toujours très chaud de savoir ce que j'avais pas encore vu. Mais bon, ça dépend. Mais en tout cas, c'était dans un bon sens. Grâce à ça, le Japon, on a réussi quand même de garder quelques traditionnels jusqu'à nos jours-là. Donc c'est vrai. Hein. Mais je sais pas si c'était bon choix ou pas, en fin de compte. J'aurais pas du tout la réponse, mais c'est intéressant en tout cas d'en parler. Mais on peut dire que tout de même, ça nous a permis d'avoir aujourd'hui une musique japonaise très riche, avec les influences qu'on connaît, dont tu parlais juste avant, avec ce que proposait, donc c'est Thousand All Stars. Thousand, c'est un peu comme milliers. Ok. Thousand All Stars. All Stars. En japonais, on prononce tout simplement Thousand. Thousand All Stars. En anglais, c'est Thousand. Donc c'est 1000. Ouais. Non, on est bon. Ok. Thousand All Stars. Du coup, pour continuer sur ta découverte de la musique qu'on a fait l'enfance, à l'adolescence, est-ce que tu écoutais toujours les mêmes musiques?
Ou bien, enfin, ça a un peu évolué? Alors, tout ça a un peu changé quand j'étais... par exemple, mon goût musical a été changé un peu radicalement la première fois que j'ai écouté 50 Cent. Oh, mais enfin, comment t'es tombé sur du 50 Cent au Japon? Vous savez, en fait, c'est un peu universel, je crois, tous les pays, mais en fait, il y a un moment, je crois qu'il y a au moins une période pour tout le monde qu'on se tombe un peu goût contre-pouvoir. Ok. Extrêmement, il y a deux groupes, je crois. Tu deviens un peu gothique ou tu deviens très hip-hop. C'est peut-être bien les deux catégories. Dans votre classe, il y a au moins, tu vois, surtout au collège, il y a deux types de gars qui se tombent. Au bout d'un moment, un jour, ils commencent à s'habiller super gothique. Genre, percé un peu partout, en mettant quand même en cuir et tout. Et il y a l'autre côté le gars qui tombe vraiment super hip-hop. Il commence à parler, wesh, frère, ça va ou quoi? Mais Jean-Pierre, tu parlais tout le temps, bonjour monsieur, comment ça va? Mais tout d'un coup, tu commences à, wesh, frère! Mais il a une révélation. Voilà. Tout ça, je crois que je sais pas pourquoi, mais ça arrive très souvent, genre deuxième année de collège, tu vois. Ok. Vers 13 ans, 14 ans. C'est peut-être ton début d'indépendance. Ouais, voilà. C'est un peu la naissance de son ego. On va dire d'être adulte, quoi. De fantasmer un peu la vie d'adulte, un peu délinquant. Ouais, pour le coup, c'est ça, c'est un peu fait du fantasme. Du coup, je ne savais plus du tout, mais comment je l'ai découvert 50 Cent et Eminem en même temps. Eminem aussi. Ouais, du coup, oui, donc c'était la même période quand même que 50 Cent, il a sorti l'album de Candy Shop, et Eminem, il a sorti Cat and Call, ou avant Cat and Call. En tout cas, il y avait, l'album qui avait 8 Mile dedans. 8 Mile. Ah, ok. 8 Ouais, Mile. Et après, oui, donc en fait, c'était la période un peu comme popularisation de hip-hop, la culture hip-hop en même temps. Un peu globalement, je crois. Bah, en tout cas, au Japon. Avant, c'était un peu underground, mais c'est devenu un peu popularisé, on va dire. Et aussi parce qu'il y avait aussi l'arrivée de Black Eyed Peas. Oh, aussi, ça a bien marché au Japon, Black Eyed Peas. Ah oui, ça marchait carrément. Hein. Carrément. Ouais. Parce que Black Eyed Peas, il reste quand même un groupe hip-hop, mais un peu pop, tu vois. Ah, ils sont vraiment, comment dire, entre les deux genres. Ouais. Donc ils étaient un peu comme pont de deux cultures un peu popularisées, ou qui restent un peu underground. Donc en fait ça tombait juste en pile moment. Black Eyed Peas, Eminem et 50 Cent, c'était la porte pour moi, les portes pour moi d'en savoir, de découvrir la culture hip-hop. Et voilà, jusqu'à ce moment-là, j'écoutais plutôt folk, jazz, soul, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais j'ai commencé à m'approcher à la culture hip-hop. Tranquillement, avec du coup la popularisation de ces artistes-là. Ouais, un peu. Il y en a certains qui disent que c'était vulgarisation. C'est subjectif, ça. C'est que les adultes qui disent ça. Ouais. Mais non, mais t'inquiète, comme on s'est dit tout à l'heure, dans 30 ans, on va dire, oh là là, vraiment authenticité de musique de Billy Elliot, Justin Bieber, il s'est passé où quand même? Selena Gomez. C'était de la vraie musique authentique. Et les valeurs se perdent, quoi. Franchement, c'est pas possible. Franchement, c'est sûr. Même la musique française, genre, NTL, il est passé où c'était de vrais hip-hop. Il y a tellement de personnes comme ça. Non, mais maintenant, ça a changé, c'est plus pareil. Enfin, tout est popularisé, il y a c'est que de la liste des mots. Mais, l'autre côté, comme ma génération qui dit, non, mais, écoute Kerry James, écoute Oxmo Puccino, ça c'est de vrai rap. Ah mais d'ailleurs, là c'est un point très intéressant. Donc on a fait l'enfance, l'adolescence, c'est aussi maintenant qu'on parle un peu des voyages, tu vois. Actuellement là t'es en France, t'as fait un gros bond quand même du Japon à la France. Est-ce que la musique a joué un rôle? Parce que là on parle aussi un peu du rap français. Ah oui, j'en suis sûr que j'étais quelqu'un de plus connaisseur de rap français parmi les Japonais à Tokyo. J'en suis sûr. C'est vrai qu'il y a des Français qui connaissaient mieux que moi. Mais parmi les Japonais, j'en sais sûr et sûr. Par exemple, il y a très peu de gens, genre un peu comme New York et Los Angeles, les Los Angelesiens, je sais pas comment ça s'appelle, les habitants de Los Angeles. C'est un peu comme vous, donc West Side et East Side. En France aussi, il y avait une bataille des Marseillais
Marseille, Paris, voilà. C'est un peu East Side West. C'est toujours la même histoire. Parce qu'au Japon aussi, il y a des batailles des gens d'Osaka, de l'Ouest, et Tokyo 8. Ah, il y a toujours ça. Tu sais qu'on aime bien ces petites rivalités. Bah, du coup, en imaginant l'itinéraire de l'histoire hip-hop en France, bah, d'abord, on va dire, première génération, c'était plutôt un peu l'époque d'Assassin. Assassin? Ah, tu connais même pas. Il y avait des petits frères de Vincent Cassel qui faisaient partie de groupe de première génération de hip-hop français, enfin un rap français qui s'appelle l'Assassin. D'accord. L'Assassin. Parce qu'en plus, c'est il y a pas d'article Assassin plutôt. Assassin. Attention. Il y a je crois qu'il y en a un. Là, il fouille dans sa. C'est magnifique vinyle. J'en vois qu'ils sont encore sous blister, ils sont encore emballés. Ça, c'est un vrai collectionneur. Attends, je crois que j'en ai un. Ah oui, justement, je l'ai offert à une amie à moi, bordel. Oh, bah ça, c'est une très bonne amie pour que tu lui offres ce beau l'Assassin. Mais en tout cas, c'était la première génération, mais presque en même temps, il y avait la naissance de IAM. Donc côté marseillais, c'est plus le sud de la France. Presque en même temps, NTM, tu vois. On va dire un peu premier 5 génération de hip-hopers, enfin rappeurs français. Après Funky Family, côté marseillais, DJ Abdel, tu vois. DJ Abdel, et puis un petit peu après, mais Alliance Éthique, pardon. Alliance Éthique? Alliance. Et bah en même temps, il y a Science Pack Crew par exemple. Science Pack Crew. Attends. J'essaie de. Mesdames, messieurs, c'est un japonais qui apprend quand même, donc, qui enseigne l'histoire de rap français à rap français. Je suis à l'école. Vous voyez pas, je grade depuis tout à l'heure. Enfin, ils disent pas de nom, mais. Apparemment, t'es pas allé à l'école de hip-hop. Non mais après, si on parle vraiment tous les détails de toutes les révolutions de hip-hop françaises, ça prend une semaine. Donc c'est pas possible. On super raccourci. Bah du coup, grosso modo, en fait, ils faisaient une sorte de bataille entre les Marseillais, enfin côté sud et côté nord, donc parisien. Ok. Majoritairement, il y a des d'autres régions qui sont intervenues machin. Mais grosso modo, quelqu'un qui était juste changeur, c'était toujours NTM et IAM qui ont changé vraiment l'histoire de hip-hop français parce qu'ils ont collaboré avec des Américains et ailleurs. Il y avait une vraie renommée. Voilà. C'était IAM et voilà NTM Supreme NTM. Voilà. Avec Joey Star et voilà Joey Star. D'ailleurs, c'est marrant quand même. En fait, moi j'en ai déjà croisé Joey Star dans la rue 2 fois. 2 fois? Ouais. En fait, je me disais, Joey Star, il est un peu partout ou pas. Mais je parlais à mes potes, il y en avait une qui en fait, j'en ai croisé Joey Star déjà 3 fois. En fait, il est juste partout. Il est partout. Et quand tout le monde croise Joey Star, oui. J'attends mon moment avec impatience. Attends, mais j'ai croisé 0 fois moi. En fait, c'est pas pour fabriquer des stalkers de Joey Star, mais c'est toujours près de ligne 8, quartier un peu. Comment ça s'appelle Carrefour. Attends, là c'est trop précis. Non mais c'est pas grave. En fait, tout le monde croise très souvent Joey Star. Il cache même pas, je crois. Oui, juste il fait partie du quartier, c'est son il vit là-bas. Il balade quoi. Oh ok. Mais il est pas tout le temps genre ouvert à tout hein, quand même. Hein. Il porte quand même sa perruque, sa parquet comme ça. Je me dis, je suis Joey Star. Tu touches pas là, tu touches pas ma gueule. Oh, je vais croiser. En plus c'est juste. Mais il a pas l'air très content. Je vais pas lui demander une photo. C'est à cause des problèmes. Non, mais en tout cas, apparemment il est sympa. Mais par contre, oui, c'était à Tokyo d'ailleurs, mais j'ai déjà rencontré Akhenaton. Akhenaton, et là à Tokyo. Non mais t'as la photo? C'est l'héritage culturel. Enfin, l'héritage familial de mon côté. Ça me fait très mal. Là, c'est dans ce moment-là, je me dis qu'il faudrait filmer Colocation. C'est vraiment une rencontre avec presque Dieu, quoi. Akhenaton, c'est... Waouh! En fait, ils ont fait un premier concert en 2018 à Tokyo. C'est dommage que, en fait, j'avais l'impression que j'étais qu'un seul japonais. Alors, en fait, il y a des gens qui travaillent dans la musique, oui.
ou qui travaillent dans l'Institut français, tu vois, les établissements de la culture française, oui. Là, ils étaient un peu invités. Ils étaient invités pour le concert parce que c'est un grand, tu vois, grand héritage culturel de la musique française. Mais ceux qui sont venus en tant que public, en fait, la majorité étaient français. Donc déjà un peu voilà, qui connaissaient déjà à l'époque des années 90 de hip-hop français. Et après, il y a des Japonais qui sont mariés ou qui sont forcés d'être là par leur copain, leur mari français. Allez, regarde, c'est Akhenaton, c'est Ayam, Shuriken et tout. Mais ils sont vraiment, ils sont fichés de ouf. Ils étaient pas dedans. Ouais. Et après, il y a moi. Ouais. Attends, mais non, là, c'était c'était limite à concert privé. Non, c'est public. Non, enfin, se dire que, t'étais, un des seuls, genre, japonais, qui fan était c'était ouais. tu comprenais l'enjeu qui se passait devant toi. Donc, à part les gens professionnels, tu vois, de la musique, de la culture française, oui, il y en avait, mais ils étaient invités. Donc, ils étaient un peu forcés d'y être. Mais, de vrais fans de la musique, IAM, dommage, mais il y avait pas trop de gens, quand même. T'as toujours la photo, quand même, de concert. Oh c'est là. Le premier concert IAM, qui a lieu à Tokyo. Il y avait 30 de personnes, mais il y avait très très peu de japonais. Enfin, comment tu t'es débrouillé pour avoir une place d'ailleurs? Parce que tu quand même IAM, premier concert à Tokyo. Je connais des gens. Oh là là. Ouais, je connais des gens, les gars. C'est un homme mystérieux. Mais attends, est-ce que c'est comme ça du coup que à l'époque déjà t'es rentré dans le rap français, dans le hip-hop français, parce que pour le rap américain tu disais que là c'était juste très populaire avec 50 Cent, Eminem, mais tu me dis que directement après t'as une connaissance limite genre encyclopédique, une bonne connaissance de l'histoire du rap français, le Paris, Marseille et tout. Comment ça s'est fait quand t'étais encore au Japon? En fait c'était toujours ça un peu comme le saucisson dont on a parlé au début de cette séance là aujourd'hui. En fait, la musique était toujours la clé de suivre, même historiquement parlant, itinéraire de révolution de la culture, de ce qui s'est passé culturellement là-bas, au pays local. Ce que je connaissais pas du tout. Du coup, en fait, j'étais toujours un gars depuis mon enfance qui était toujours très curieux de savoir des choses que je connaissais pas, la culture que je connaissais pas. Donc, en fait, c'est un peu naturel que d'avoir une sorte d'envie, une sorte d'envie de découvrir la culture française. Car c'était un peu mon père, grâce à lui toujours. Et sa spécialité dans la fac, c'était littérature française. D'accord. Donc, chez mes parents, il y avait toujours des bouquins en littérature française. Il y a des très vieux films français, genre Jean-Luc Godard, Casse-ton-cou. Mais à l'époque, quand j'avais 6 ans, je comprenais à rien. Pourquoi il regardait ça, je sais. Ouais. Mais pourquoi l'actrice, sa fille, a dit Patricia à la fin de Casse-ton-cou, je crois. C'est dans d'un des films de Godard. C'était une actrice américaine, je crois, d'ailleurs. Mais en tout cas, il y avait sur les stagiaires là de mon père, il y avait toujours des bouquins de Marquis de Sade, l'école de Sodome et Gomorrah. C'est un fou. Enfin, tu lisais ça, tu lisais pas cela. Voilà, c'est un peu censuré. Mais en tout cas, sur les stagiaires, on reprend comme si rien s'est passé. Donc dans les autres livres. Voilà. Sur les stagiaires de mon père, il y avait toujours des livres de littérature française, très classiques. Et aussi, il y a par exemple, Dico de la langue française, machin. Du coup, quand je m'ennuyais, quand j'avais un peu trop de temps, tu vois, à tuer, c'est vrai que c'était un peu naturel que j'ai commencé à s'intéresser à tous les trucs français. Mon père, en fait, c'était toujours influencé par mon père. À l'époque, quand j'étais petit, j'avais pas remarqué, mais j'étais juste automatiquement inspiré par ce qui était présent dans mon enfance. Physiquement, c'était des possessions de mon père. Les livres, des VHC à l'époque. En fait, c'est marrant quand même, c'est une sorte de implante vraiment inconscient. Oui, ça a infusé. Voilà. À l'époque, je comprenais pas, et j'avais pas l'impression d'avoir kiffé. Mais en fait, me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça, cette merde? Mais j'avais déjà commencé à un peu, tu vois. C'était le début du processus. M'intéressait, inconsciemment, la dernière fois
t'appréciais pas forcément, mais tu lisais quand même. Voilà. Tu regardais quand même enfin, toujours ta curiosité, peut-être. Voilà. Et au fur et à mesure que j'ai découvert que la France est un pays quand même ouvert au moins à tous les types d'art. Comme votre catégorisation de premier art, deuxième art, troisième art, jusqu'à maintenant, je crois que 10e art. Je pense que c'était la bande dessinée. Bande dessinée, c'était 9e art. 7e art, c'était film. À chaque fois qu'on invente le dernier art comme catégorisation, on dit non, c'est le dernier. Premier tout le temps. Et là maintenant, on a genre 10e comme catégorisation, je crois. Tant mieux, enfin plus on en a en vrai mieux c'est. Il faut pas le dire, mais. Je crois que 9e art, c'était bande dessinée. Ok, 10e, faudrait que je... 7e, c'était le film. 7e, c'est sûr, c'est le film. Après, au début, il y a tout ce qui est littérature, théâtre, architecture et tout. Du coup, ce que j'ai su en grandissant, même au Japon, c'est que en fait, la France, ils découvrent tout ce que j'aimais. Bande dessinée, donc alias un peu culture en mode de manga. Moi, je m'enchaînais très très souvent de la culture manga, vraiment des classiques. Jusqu'à un peu des mangas standards, genre un peu comme One Piece, Naruto et tout, Hunter. D'ailleurs, heureusement que j'ai pu quand même appartenir à la génération de la génération vraiment l'âge d'or de manga aussi, parce que quand j'étais par exemple au lycée ou au collège, même à l'école primaire, c'était à l'époque où on a commencé à sortir One Piece et Hunter et Naruto. Ils étaient au même moment sur le magazine Jump. Et tu disais ça en direct dans le Jump. Ça veut dire que j'ai lu premier épisode en papier de One Piece. C'est historique. Là, c'est témoignage. Mais c'est la naissance de légende. C'est fantastique. Mais il y a une aura qui émane d'Akira là. C'est beau. Je suis ému. Non, j'avais de la chance quand même. J'avais vraiment de la chance. Mais après, quand One Piece a commencé à sortir, à sortir en magazine Jump, c'est hebdomadaire d'ailleurs, donc chaque semaine. J'avais quel âge? Je crois que c'était quand j'avais genre 5 ans. Vaut mieux quand même clarifier, confirmer, parce qu'on peut pas dire n'importe quoi. Pas de souci. Oui, décembre 2097. Ça veut dire quand j'avais 8 ans. 97. Ok. Quand j'avais... Donc à 8 ans. En vrai, t'étais déjà en âge du coup, tu commençais à lire, j'imagine. En fait, c'est ça. C'est parfait. Je savais déjà lire, donc... One Piece et en fait c'était presque le moment. One Piece et Naruto c'était presque le moment. Je crois qu'un an après ou presque une année c'était Hunter. Ok. Et là aussi c'est lequel ça t'a marqué. Voilà. Et il y avait aussi pour voir le Big Three avec Bleach aussi, t'as vu un peu, t'as suivi à ce moment-là ou Quel Bleach. Ah oui, Bleach. Ah oui, Bleach c'était un peu plus tard, je crois, un an ou 2 ans. Mais cette génération-là. Après il y a presque même génération, il y avait quoi? Peut-être que parmi vous, les nouvelles générations, pour vous, c'est plutôt Attaque de Titan, Attaque de Titan, et One Punch Man, machin, qui est plutôt connu en France maintenant. Mais pour moi, premier impact de manga de ma génération, c'était vraiment Hunter. C'est pas très connu en France, mais au Japon, il y a une vraie légende qui est devenue vraiment légendaire d'un des mangas, c'est Aventure bizarre de Jojo. Franchement, c'est vrai que c'est beaucoup moins connu en France, mais ça commence à monter. Et les fans qui sont fans, j'en fais partie, en fait, c'est une révélation. Tous les fans l'aventure bizarre de Jojo, c'est vraiment genre des fous. Il y a coup des fous. Mais enfin, l'œuvre est folle. Du coup, c'est comme si t'étais un peu corrompu au passage. Alors, je veux dans un second de distinguer les vrais fans de l'aventure de Bizarre Jojo et des gens connaisseurs qui commencent à kiffer son truc. En fait, il y a ce qu'on appelle la pose de Jojo. Les poses de Jojo. C'est la manière de poser, même de debout. Il y a la manière de prendre la photo en même temps. Par exemple, même si tu te demandes, si t'étais quand même un grand fan de l'aventure bizarre de Jojo, si on te demande, allez te poser debout. On te pose pas comme ça. On te pose comme ça. Oh, exactement. c'est très, très, comment dire, expressif. Très,
Il y a pas de sens, hein. Ça n'a aucun sens, mais en fait, c'est la pose qui est construite super bizarrement. Mais je sais pas pourquoi, mais on ressent une sorte de beauté. Mais en fait, c'est ça, comment dire, c'est tellement, les personnes qui posent, la façon dont Araki, du coup, les dessine, c'est tellement charismatique que au début, tu te dis, non, mais il devrait se sentir ridicule de poser comme ça. Après, il est tellement sûr de lui, tu te dis, ah, pourquoi moi je suis posé de manière nulle? C'est bizarre d'ailleurs. Comment dire, même anatomiquement parlant, c'est pas possible, tu vois. non, tu sais que, non, mais il y avait un de mes amis, pendant des années, il me voyait m'offenser dans JoJo's, il me disait, Jesse, c'est étrange, ton truc là, ça me parle pas. Et il lui dit, mec, JoJo's, un jour ou l'autre, tu finiras par regarder. Un jour ou l'autre. Ce jour arrive, et comment dire, alors que lui-même était pas du tout convaincu par le chara design, enfin les dessins qui sont particuliers, l'univers qui est très très quand dur à suivre et tout ça, il me regarde après avoir tout regardé, il me dit, Jesse, je veux que notre vie ne devienne qu'une succession de JoJo poses. Ça doit être un lifestyle. c'est radical, c'est le jour et la nuit. En fait, enfin, c'est vrai que ce type d'influence de culture manga, bah donc ce qui est présent aussi, il y a un grand culture en France de voilà, mais plutôt dire bande dessinée. Mais en fait, le Japon, la culture de manga, c'est vraiment omniprésente dans notre vie quotidienne même. Genre, il y a plein de restaurants, services, par exemple, qui commençaient à on va dire, mimiquer, par exemple, les plats de Ghibli. Oh, waouh! Parce qu'il y a toujours des plats qui ont l'air super délicieux, machin. Bah, du coup, il y a un resto au service qui ont commencé à, pourquoi pas, on va servir les plats qu'on voit dans les films de Ghibli. C'est incroyable. Et il y a aussi, en fait, au Japon, il y a manga de tout, les concepts, tous les thématiques. Donc, il y a le même manga, il y a qui s'appelle, je crois que c'est pas encore sorti en France, mais il y a un même manga qui parle d'un vieux monsieur genre cinquantaine qui balade dans le quartier et qui mange dans un resto, qui dit c'est bon, c'est tout. Ok. En fait c'est ça, mais c'est juste pour aider à génération qui appartient à la même génération que ce monsieur genre cinquantaine, qui découvre que un peu comme resto caché. Donc c'est un manga qui parle de la resto qui existe dans la vraie vie. Donc dessinateur qui fait une sorte d'interview dans la vraie vie, des restos un peu cachés, tu vois. Ouais. Le resto un peu dans de bon style, mais qui sont pas encore à découvrir au grand public. Et donc c'est sa façon d'amener une sorte de clientèle, de faire découvrir. Voilà. Mais juste pour les connaisseurs, pas au grand public. Quand même, on se sent un peu privilégié. Enfin, t'as lu ce manga, toi? Bah oui. C'est dommage, mais je crois que c'est. Ah oui. Par contre, l'auteur, il est vraiment connu en France, qui s'appelle Jiro Taniguchi. Oh, bah oui, pour le coup, oui. En France, il a déjà fait l'exposition au Louvre, quand même. C'est la classe. Et lui, il a fait un manga, je crois que déjà sorti en France ou pas, mais en tout cas, il a dessiné un manga d'un mec qui fait une sorte de tour dans le quartier de resto vraiment juste caché, mais d'un resto de quartier quand même. À chaque fois, c'est la même histoire. Il visite ton resto, il dit « Oh, c'est bon, c'est tout !» En fait, on connaît déjà la chute de l'histoire, mais bizarrement, on regarde tout le temps. Tu veux tout de même avoir le prochain chapitre? Ouais, on sait bien ce qui se passera le prochain épisode, mais quand même... En fait, parce que c'est basé sur une vraie histoire, de vrais restos qui existent. En fait, ils précisent pas le nom. C'est pour garder un peu l'info privée, machin. Mais c'est pour les connaisseurs. En fait, c'est ça qui nous donne envie de savoir. C'était quel resto? C'était quel resto qui a été dessiné dans le manga de Jiro Taniguchi, tu vois? En fait, c'est ça. La culture, en général, dans la vraie vie, au Japon, tout est lié. Enfin, en fait, le manga, c'est une sorte de représentant de la vraie vie, d'un sujet qui n'est pas connu au grand public, pas encore. Mais au travers le manga, on découvre des autres thématiques ou des autres sujets qu'on connaît pas, auxquels on n'est pas encore intéressé. Donc c'est vraiment des portes d'entrée dans un peu des sous-cultures et tout ça. J'ai l'impression qu'en France, c'est remplacé par la culture de théâtre ou cinéma plutôt. Peut-être. Mais au Japon, c'est la porte de découvrir la nouvelle culture que tu connaissais pas, c'est plutôt le manga. Je pense que, on fait comme ça, des gens, peut-être même des Français, qui sont, par exemple, pas intéressés par les mangas parce qu'ils disent, quand en France, les mangas, c'était vu en mode, c'est de la violence, c'est du sang, c'est du sexe. Mais, enfin, c'était vraiment c'est beaucoup de préjugés, tu vois. Peut-être que si des adultes entendent ça, ils verront ça complètement différemment, en fait. C'est intéressant. Du coup, en France, la position de bande dessinée, c'est pas la porte des autres cultures, quand même.
C'est juste, il y a quelqu'un qui aime lire des bandes dessinées, donc il reste quand même fan de bandes dessinées. Ouais. Et, en fait, on est un peu délivé, mais en fait, tout ça pour dire que, en France, la culture artistique la culture française, elle découvre tout ce que j'aimais. Donc manga, et la musique, et le film. Aussi. Évidemment. Voilà. Donc c'est un peu normal que j'ai commencé à m'approcher quand même, automatiquement, de la culture française. Voilà, c'était un peu ça. Et à l'université, j'ai commencé à prendre donc un cours de français une fois par semaine quand j'avais 19 ans. Par après, j'ai un peu flemme quand même, donc je me suis un peu arrêté. Mais voilà, je fréquente toujours au milieu un peu de culture française à Tokyo même. Parce que, en fait, si on parle un peu du côté sérieux, c'est un peu mon côté, ça vient aussi mon côté un peu, pas calculateur, mais quand même quelqu'un logistiquement parlant, parce que français, c'est une des langues plus parlées. Je crois que c'est presque 40 pays quand même. Oui, même si c'est pas la langue officielle, dans les pays maghrébins, dans les pays Afrique de l'Ouest, même parfois le Liban ou au Canada, c'est un peu région limitée, mais quand même, ça veut dire que moi je cherche toujours la manière qui me permet de découvrir des choses que je connaissais pas. Donc, et évidemment anglais, donc français. Si je sais parler français, ça me permettra quand même de faire communiquer avec des gens de l'Afrique de l'Ouest, de Maghreb, au Canada, machin, tu vois. Tu peux dire calculateur, mais c'est juste intelligent, quand on est comme toi et qu'on est curieux, qu'on veut découvrir des cultures, c'est vraiment malin, de se dire que, ok, le français, c'est une bonne langue pour justement, créer un lien avec ces personnes-là, quoi. Ouais, voilà. S'enrichir. Donc, je m'intéresse tout le temps, donc j'apprends, pas sérieusement, mais j'essaie de m'apprendre un peu de l'espagnol et arabe aussi. C'est des langues qui sont plus parlées plusieurs pays. Par contre, la langue techniquement plus parlée statistiquement, c'est chinois et hindou. Mais en fait, ce qui est dommage pour ces langues-là, c'est qu'ils sont parlés uniquement en Chine. C'est juste, la Chine, la population chinoise, c'est carrément nombreuse. Donc, il y a plein de... Forcément. Voilà. Mais on peut pas parler chinois. En plus, c'est un peu comme arabe, mais chinois aussi. Il y a plein de types de chinois. Ouais, il y a beaucoup cantonais, fukienais, mandarin, pékinais, machin. Donc, si tu apprends quand même le chinois standard, ça marche pas tous les coups. Non, là, il faut encore plus creuser pour se faire comprendre. Donc, c'est dur. Et espagnol, ça va, ça passe au moins. Donc, voilà. Quand je suis... en plus, c'est un peu dingue quand même, parce que techniquement, en français, ça fait partie de famille langue latine. Du coup, il y en a pas mal qui avaient choisi au lycée, je crois, des cours, soit prendre cours de allemand, ou soit cours de espagnol. Ça dépend. Moi, j'ai fait espagnol. Mais comment c'est possible parmi vous, majorité des gens qui savent pas encore parler espagnol? Écoutez, c'est une sorte de cousin. C'est presque pareil. C'est quasiment les mêmes langues, quasiment. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, c'est juste une sorte de variant. Limite, c'est intéressant. Comment dire, peut-être une explication pour que tu vois comment ça se fait que les Français étant mal avec l'espagnol encore aujourd'hui. Voilà une anecdote, on dérive encore un peu, une anecdote de Jessie qui travaille l'espagnol au lycée. Je vais avoir un contrôle. Il dit que c'est quasiment tout le monde qui fait comme ça. Tu vois, mes potes faisaient aussi comme ça, on en rigolait après. On va avoir un contrôle et on se dit, tu pas révisé, j'ai pas vu mon vocabulaire et tout. Et tu dis, c'est presque pareil. Okay, prends ton français, tourne un peu, mets des O, mets des A. Et quand t'as un doute, tu relis la consigne qui est en espagnol, et tu te dis, mais c'est des points gratuits, en fait. Il y a littéralement, des mots en espagnol dans la consigne. D'accord. Je vais prendre les mots même des autres consignes, et j'aurai un vocabulaire. Puisque c'est trop proche à la langue française, du coup, ça te fait un peu sous-estimer, en fait. On devient paresseux. On est dans un, C'est la raison. Parce que, oui, quand je suis allé au Mexique, là, par exemple, au tournage, j'ai fait un tournage au Mexique. Wow. Au début, on m'a dit, on avait prévu que, en fait, ça va, à Mexico City, on parle anglais.
Alors, dans la vérité, non, pas du tout. Bah, du coup, juste au cas où j'avais un peu prévu, anticipé, donc dans l'avion, je me suis appris un petit peu de mots en espagnol, juste pour me présenter, machin, genre un peu contrainte alimentaire, machin. Ce dont j'aurais besoin de dire quelque chose, enfin, de parler, quoi. Évidemment, sur plateau, avec des techniciens mexicains, non, en fait, ils disent que ouais, je sais parler anglais, mais ce qu'ils parlent, c'est que porque I don't know. Non mais ça, il est bilingue, c'est bon. mais tu peux pas dire que tu sais parler. Ça veut dire que tu sais, c'est un peu bidouillé, mais ça veut dire pas que tu sais parler anglais. C'est pas comme pour nous avec le franglais, ils ont leur voilà, ils font avec. Mais non, mais juste, là, on évoque, ton intérêt vraiment pour l'international. Et j'aimerais rebondir sur ton projet actuel. Merci. De court-métrage qui est assez passionnant et qui justement met en avant, cette identité, disons, d'immigré. Est-ce que tu pourrais le présenter brièvement, pour les auditeurs? Ok. Bah, merci pour cette occasion. Alors, le projet qui s'appelle Perdu dans l'Éden. Je dis pas que c'est intégralement basé sur mon histoire, mais un peu. Alors, c'est une histoire d'une fille japonaise qui est en train de passer en tournant de sa vie et qui est le mariage avec son mari qui s'appelle Isaac. Isaac plutôt en français. Donc c'est un français. Dans cet univers-là, il y a une sorte d'épidémie qui vient de se débuter comme le nôtre actuel, mais ce n'est qu'un début. Donc on porte pas le masque, machin. Et donc elle est une fille qui s'appelle Rika, et elle est toujours coincée dans l'administration française, comme d'habitude. Donc elle arrive toujours pas à renouveler son titre de séjour. Alors qu'en fait, au travers le mariage, normalement on peut renouveler son titre de séjour au celui de mariage. D'accord. Mais il n'arrive jamais à récupérer son titre de séjour renouvelé. Mais un jour, en fait, la France découvre que cette fille, qui s'appelle Rika, elle aura potentiellement anticorps contre ce virus qui vient de se débuter en France. Donc la France voulait l'avoir en tant que cobaye pour faire expérience scientifique. Et donc un jour, Rika reçoit une lettre qui annonce que son titre de séjour est immédiatement effectué. Elle comprend rien. Pourquoi? Au même jour, elle accueille quand même la visite de secrétaire général de l'ambassade du Japon, donc son propre pays, qui disait que bonjour madame, est-ce que vous pouvez rentrer au Japon car votre titre de séjour est déjà expiré. Donc votre séjour est maintenant se considère comme séjour illégal. Mais Rika lui montre, disant que excusez-moi monsieur, mais je viens de récupérer mon titre de séjour, comme ça, regardez. Et par contre, il y avait la chute, donc qui intrigue l'histoire, qui ramène le spectateur au climax de l'histoire, c'est que l'ambassade du Japon découvre que oui, mais il y a de mon associé qui est au Japon découvre que il y a un problème sur la nationalité de vos parents au Japon. En fait, pour éviter un peu spoiler l'histoire, mais en fait, les parents de Rika n'étaient pas japonais. Donc là, ça va créer un vrai problème. Voilà. Un dilemme va se poser. Ça veut dire que Rika, donc le personnage principal, elle appartenait nulle part. Depuis sa naissance, elle était toujours immigrée. Parce qu'au Japon, naturalisation, c'est très difficile. C'est faisable, hein. C'est faisable, mais très difficile. Et du coup, c'est l'histoire que j'ai trouvée au travers de ma vie ici à Paris en tant qu'immigré, en étant moi-même immigré. Mais en même temps, j'ai fréquenté pas mal des Français d'origine d'immigration deuxième génération, troisième génération, par exemple. S'il y a quelqu'un d'origine, par exemple, malienne ou d'origine algérienne, machin, et si ils sont, on va dire physiquement, par exemple, ils sont pas gaulois, mais malgré toi, quand même, par exemple, Jess, toi aussi, parce que moi, je vois pas catégorisation d'être français par groupe éthique, couleur de peau, machin, parce que si tu es né en France grâce à la loi de droit de sol, ça te considère comme un Français, parce que tu es né en France. Mais il y en a certains qui sont coincés culturellement ou administrativement même, parfois, d'origine ailleurs, non gauloise,
qui arrivent pas, qui ont un peu mal à s'identifier comme français. Par exemple, j'ai rencontré une fille qui était d'origine algérienne. Donc sa mère était blanche et son père il était arabe. Et elle est née en France, elle est française. Elle a même pas nationalité algérienne, mais son nom et son prénom c'était juste très arabe. Par contre. Mais par contre, elle sait pas parler arabe. Hein. Non, Donc quand elle visite le bled de son père, ses grands-parents la considèrent comme française, ça veut dire étrangère. Alors, parce qu'elle sait pas parler arabe, mais elle porte un nom et prénom très arabe. Bah du coup, en France, malgré son apparence plutôt blanche, on la considère comme étrangère. Et elle existait nulle part, en vrai. Et ça m'a vraiment inspiré. En fait, c'est pas minorité. En fait, il y a minorité de masse. C'est bizarre à dire. Mais minorité de masse qui existe vraiment partout en France. C'est un problème qui est très très commun. Ouais. Mais même, comment dire, je trouve que ça résonne un peu aussi avec ton histoire parce que, toi, disons que t'as ce problème-là, mais culturellement, j'ai l'impression, tu vois, t'es, disons, genre, japonais. Et en même temps, aussi beaucoup d'influences étrangères, françaises notamment au niveau de la culture. Tu vois, et je me demandais si t'es aussi un peu dans cette position-là difficile, pas vraiment, à l'aise en France parce que étranger et au Japon en même temps une culture différente, une vision différente du monde. Bah après juste la manière de vie quotidienne, ça m'embêtait pas trop parce que je suis quelqu'un de très flexible, j'essaie de m'adapter à la vie locale. Ça va, mais je cache pas qu'il y avait pas mal voilà. Honnêtement, racisme, discrimination qui m'est arrivé. Genre, le plus scandaleux, c'était qu'il y avait un monsieur, quand j'étais en train de marcher dans la rue tranquille, c'était à Lyon, quand même, j'ai croisé un monsieur qui était là, quoi, juste dans la rue. Moi, je le croisais tranquillement à côté de lui, et lors de croisement, il m'a battu avec son sac, ma tête, quand même, au niveau de ma tête, quand même. Mais ça m'a rendu dingue, mais qu'est-ce que vous... Mais qui vous, monsieur, tu vois? Et je lui ai dit, en fait, il avait l'air un peu aussi, il était européen, mais il avait l'air un peu immigré, comme slave, tu vois, un polonais, d'origine polonaise, russe. Du coup, je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, en fait, il m'a dit, littéralement, rentre aux os, chimpanzé. C'était il y a 8 ans, je crois. Ça m'a un peu épaté. Et du coup, comme il avait l'air un peu slave, donc je me dis, ça se trouve, il est aussi français d'origine ailleurs, ou il est immigré. Je lui ai dit, excusez-moi monsieur, mais vous avez l'air aussi d'origine ailleurs quand même, si vous dites ça, parce que j'étais pas français. Mais il m'a dit, non, je suis blanc. Oh là là Oh là là Argument. Mais en fait, ce qui n'est pas bien, c'est qu'à cause des cons vraiment minoritaires comme ça, parmi les autres minoritaires, par exemple, groupes d'origine maghrébine, d'origine malienne, d'origine sénégalaise, il y a vraiment des amalgames envers les blancs aussi. En fait, faut pas trop catégoriser des gens par rapport à leur groupe éthique parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont asiatiques, machin. Mais c'est vrai, statistiquement parlant, par exemple. Et dans cette histoire-là, par exemple, il y a une réfugiée tchadienne. En fait, on m'a dit que, et oui, mais Akiro, c'est un peu comme catégorisation, c'est un peu comme cliché. Mais au niveau de crédibilité dans l'histoire, en fait, c'est basé sur mes rencontres aussi. Parce que j'ai croisé dans la rue un réfugié tchadien, vrai tchadien, qui était vraiment coincé dans l'administration française. Mais juste, statistiquement parlant, si on montre, par exemple, réfugié, par exemple, pervien ou bolivienne, dans la rue parisienne, c'est super rare. Ouais, c'est pas très crédible. Peu courant. Du coup, si on montre un réfugié genre Amérique latine, en fait, ça fait un peu distrait. Ça montre pas de crédibilité, de croisement dans la rue parisienne. Donc, c'est juste une raison de crédibilité. J'avais intégré réfugié tchadien. Parce qu'il y en a juste statistiquement. Ouais. C'est pas pour ramener d'amalgame ou clichés envers par exemple, personnes noires. Non, mais c'est juste, on croise pas trop des autres réfugiés. Du coup, avec le temps, on se fait une certaine idée, même si ça peut, elle peut être contredite avec le temps, mais voilà, sur le moment, il y a ça. En fait, c'est pour ça, pour éviter cet amalgame ou une sorte de tomber de cliché. Dans mon film, en fait,
c'est pas contre la France, hein. Moi, j'aime bien la France. Et, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, je catégorise pas mes amis, mes connaissances par rapport à leur groupe éthique, mais tout ce qui me concerne, c'est la personnalité. C'est l'âme. C'est beauté, l'intérieur de l'âme qui m'intéresse. Et du coup, un peu comme contre-thèse, parce que représenté par l'association qui s'appelle Collectif 50-50, c'est une association qui demande l'égalité de tous les genres, donc tous les sexes, enfin égalité hommes-femmes, et LGBTQ également, et aussi égalité de tous les groupes éthiques en France, dans le domaine audiovisuel. C'est où récemment qui représente ce thématique au public, mais en fait pour parler un peu de ce côté-là, donc en faisant production d'un film, j'ai créé quand même un personnage qui s'appelle Gineb, c'est pas c'est Zaineb un peu, Gineb, qui s'appelle, c'est une fille, c'est une Française d'origine algérienne. En fait, c'est elle qui est représentante de l'État français. Ok, c'est intéressant. C'est une arabe qui représente, qui donne la justice, qui donne profit envers la France, donc son pays natal, parce qu'elle est française. C'est un parti pris vraiment, vraiment intéressant. Parce que ça existe quand même. Bien sûr, non, mais bien plus qu'on pense. Mais toujours dans le film, statistiquement parlant, c'est vrai qu'il y en a plus de quand même personnes blanches qui sont en majorité. Mais en gardant quand même crédibilité, mais j'aimerais bien montrer aussi côté, ça existe, mais qui sont pas encore présentés dans les films. Ouais. Par exemple, l'accueil d'administration. Donc il y a une séquence qui passe à la préfecture de police. La standardiste, elle est noire. J'ai créé comme d'origine sénégalaise. Ça existe. D'ailleurs, il y en a pas mal. Oui. Mais on voit très souvent dans les séries télévisées ou dans les films, même standardiste, c'est très souvent, quelqu'un blond, alors que c'est varié dans la vraie vie. Il y a une sorte de dissonance, de décalage entre la réalité. La réalité et ce qu'on voit dans les films. Mais c'est normal parce que pour produire un film, ça prend énormément de temps. Surtout les longs métrages, il faut chercher des sponsors. Parfois, on rencontre des difficultés financières. Donc c'est normal qu'il y a toujours décalage entre la réalité et ce qu'on voit dans le film distribué. Mais c'est normal. Mais l'avantage de court-métrage, c'est que on peut produire ça plus rapidement que les longs métrages. Par contre, on n'aura pas trop d'occasion de distribuer dans la salle de cinéma parce qu'il n'y a pas de distributeur. Mais j'aimerais bien postuler ce film-là dès l'achèvement, dès la finition du film au festival. On peut remontrer, c'est la réalité actuelle de la France, qui est vue par le point de vue de troisième personne. Donc moi je suis aussi immigré, mais moi j'appartiens là maintenant, même un peu bizarrement, mais en tant qu'immigré japonais, c'est ce que je vois au travers de tout ce qui est présent actuellement en France. Mais c'est une sorte de manière, en fait je pense que film c'est une sorte de miroir, mais un peu miroir qui fait le reflet de la réalité actuelle, mais un peu filtré artistiquement, parce que peut légèrement orienter le reflet. Voilà, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a toujours si c'est une fiction, ça veut dire il y a une histoire, donc il y a pas de mot, mais si j'ose inventer un mot, narrativisation. Donc scénarisation quoi plutôt. Ouais. Ça veut dire pour que ce soit attirant ou pour que ce soit crédible en tant que l'histoire, on invente quand même l'itinéraire de personnages. Donc c'est plus la vraie réalité, mais au travers de tout ça, fiction narrative, j'aimerais bien montrer la réalité. Il y a même des immigrés asiatiques qui sont coincés dans l'administration et qui sont dans leurs difficultés. Parce que c'est vrai, juste statistiquement parlant, il y a plus de, par exemple, personnes noires et personnes arabes qui sont coincées dans la difficulté à cause de, des amalgames et des discriminations machin. C'est la réalité. Mais même si je parle pas de ça, en vrai, il y a plus de gens qui ont déjà parlé et qui sont, parce que statistiquement parlant, il y a plus de noirs et arabes que les asiatiques en France. Mais récemment, j'ai découvert il y a une activité qui s'appelle Asidentité, #Asidentité. Ok. Ça veut dire que en tant que Français d'origine asiatique, il faut qu'on parle aussi. C'est, je pense, quelque chose
qui manque, enfin, dont on manque cruellement en France, justement. C'est cette prise de parole-là, ce parti pris-là. Et c'est pour ça aussi que ton projet me parle beaucoup, et j'étais très touché quand tu m'as envoyé, sa Bible. Parce que, comme tu disais actuellement, juste récemment là, quand on s'intéresse au fond et à cette thématique, ça parle, de l'identité. Tu vois, de son rapport aussi à son pays et ses origines. Ça, c'est très fort. Mais évidemment aussi, moi qui me passionne pour la musique, et dans un podcast musical, j'ai vu aussi la forme que tu mettais autour de ce film-là. Et là, j'ai pu voir les nombreuses références musicales, notamment des clips. Est-ce que c'est un truc que tu voudrais peut-être évoquer simplement d'abord, sur le côté technique? J'ai vu que, comment dire, en référence, très souvent, pour que ce soit pour la couleur, pour le cadrage, tu fais référence à des clips. Pourquoi ces clips-là particuliers? Tu parles de celui de Flying Lotus qui est magnifique, celui aussi de FK Twigs. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué, visuellement, dans ces clips-là? Alors, merci de poser la question, parce que c'est très important pour moi. D'abord, premièrement, la musique, donc bande originale, donc la musique qui passe en arrière-plan, et sonorité, ça veut dire tous les répliques, les bruits de nature. Il y a même ce qu'on appelle son de silence. Le son de silence. En fait, sur plateau, on enregistre le silence, en fait. Ok. Mais tout est pensé, wow. Le son d'environnement. On enregistre silence local. Parce qu'il y a différence de silence. Mais il faut un seul silence. Voilà. Pour pas qu'il y ait trop de perturbations. Et après, parce que, en fait, dans la vraie vie, il y a silence avec des petites sonorités. Par exemple, là, on entend, ça se trouve, il y a des ventilateurs de la cuisine qui font des petits bruits. Ça fait partie du silence de cette spécificité, tu vois. Donc, il y a ça. Donc, ce qui est important, on dit très souvent la manière de distinguer des bons films à regarder et mauvais films de mauvaise qualité, c'est le son, c'est la musique. D'accord. Si c'est vraiment mal organisé, mal enregistré, ça démotive, ça enlève vraiment envie tu vois, d'entrer dedans, dans l'histoire. Donc pour moi, c'est très important de regarder d'abord le côté musical. Et comme je vous ai dit, j'étais toujours très grand fan de musique en général. Et donc ça me fait très plaisir que Jess, tu m'as donné l'occasion de parler de la musicalité. Donc Flying Lotus, par exemple, c'est un clip réalisé par Hiro Murai, c'est un Américain d'origine japonaise. Mais en fait, clips musicaux, c'est toujours quelque chose, on pourrait montrer en quelqu'un de cinéaste pourrait montrer leur créativité artistique plus facilement. Parce qu'il y a plus de sorties de clips musicaux au travers de toute l'année. Par contre, de sponsoriser, de financer un projet de fiction, ça prend des années. C'est beaucoup plus complexe. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien regarder des films, des clips musicaux, plutôt narratifs, car en fait, c'est une des manières de montrer leur créativité artistique. Donc, je fréquente tout le temps. Donc ça, c'est deuxième raison. Première raison, pour moi, le son, la sonorité plutôt, y compris la musique, c'est très important pour le film. Donc si on montre des exemplaires de clips musicaux, en même temps, probablement, la Bible était faite pour montrer ça aux collaborateurs, comédiens, machin. Donc ils pouvaient comprendre que, ah ouais, d'accord, ce type de l'ambiance musicale aussi, qui aura eu, qui se donnerait, qui se font donner dans le film. Du coup, il y avait deux raisons comme ça. Après, il y a quelques références musicales que j'ai données aussi dedans. Peut-être que... Oui, parce que j'ai un compositeur qui s'appelle Song Ebon. C'est un très bon ami. Il est le producteur d'un label. Donc, il n'est pas forcément un producteur, mais il est un peu comme multiplayer, tu sais. Multiplayer, ça veut dire qui compose aussi, mais qui produit les. D'ailleurs, récemment, il a produit un des nouveaux morceaux de Jean Gabin. Jean Gabin. MC Jean Gabin. Ah, d'accord. Oui. Jean Gabin. Ouais, c'est un très grand rappeur. Oui. Donc il a produit son nouveau morceau qui s'appelle Tout va bon. Tout va bon. C'est pas tout va bien. Tout va bon. Tout va bon. Ok. C'était... Attends, il faut... donc, Song est bon, pardon. Donc, Est-ce que les gars, excusez-moi, juste permettez-moi quand même d'aller aux toilettes. Oh, pas de soucis.
Ok. On se disait, voilà, c'est par rapport à la musicalité de mon projet Perdu dans l'Éden. Et peut-être, donc Song Ebon, il est producteur de... mince, je suis désolé quand même, j'aurais pas encore trouvé le nom de son label, mais... ah oui, pardon les gars, donc il s'appelle Do Not Cross Record. Ok. Do Not Cross Records. Représenté par mon compositeur de mon projet et qui est producteur, Song Ebon, qui est un mec très sympa et qui est très très qualifié au niveau de composition parce que le label vient de produire le nouveau morceau de MC Jean Gabin qui s'appelle Tout va bon. Et mais en fait, du coup, je croyais que lui, Song Ebon, je crois qu'il était quelqu'un de la musique africaine de l'Ouest, tu vois. Ouais. Parce qu'il a fait il a déjà fait un tour de la culture musique brésilien, mais d'origine africaine. Parce qu'au Brésil, il y a des grosses communautés des Brésiliens d'origine Afrique, d'origine noire. Enfin, c'est bizarre à dire, mais Brésilien noir. Oui. Donc, qu'il a fait là-bas. Donc, il parle très couramment portugais brésilien. Du coup, c'était juste un peu, oui, j'avoue, j'avais un peu caractérisé, je l'avais un peu caractérisé. Ah ouais, donc Song Ebon, il sait composer la musique d'origine africaine, peut-être de l'Ouest, spécialement. Mais tu avais mis dans cette case-là un peu. Voilà. Juste. Mais en vrai, je vais parler un jour quand je suis allé à son studio. En fait, Songé, je suis en train de faire un projet et je suis à la recherche de quelqu'un qui sait composer un peu jazz soul. Ouais. Donc, techniquement, pas forcément son genre de prédilection. Ouais. Et en fait, lui, il m'appelle Hakim. Songé m'a dit Hakim, attends, bouge pas. Il m'a fait écouter un des morceaux qu'il a composé. C'est exactement ce que j'imaginais. J'ai dit, mais c'est ouf quand même. Mais Songé, tu sais composer soul? Bah oui, tu me prends pour qui, toi? Moi, je suis passé par hip-hop, soul et funk. Et je suis arrivé à la musique africaine d'origine de l'Ouest. C'est dingue la richesse, quoi. Bah oui, en fait, il connaît... Bah en fait, j'avoue, c'est un peu mea culpa, je l'ai un peu sous-estimé. Écoute, faut jamais sous-estimer des gens. Faut jamais passer par catégorisation. Mais c'est beau, mais comment justement... toi, tu t'organises en tant que réalisateur pour coordonner la musique avec lui. Enfin, comment vous travaillez? Est-ce que, par exemple, là, pour composer la musique du film, si tu vas lui envoyer des rushs, ensuite de là, il fera tout? Ou bien, comme tu dis, t'as déjà ton coup de cœur pour sa musique, et donc, c'est bon, il fait toute la musique du film avant, et puis après, toi, tu la rajoutes juste au montage. Alors, ok, merci pour la question. Dans le côté système, procédure de système post-production, il y a plusieurs gens, plusieurs compositeurs qui disent que ouais, j'aimerais bien d'abord regarder les images complètes. Ça veut dire qu'elle est déjà faite et ils veulent commencer à composer la musique qui correspond à ça, à telle image. Mais Songé, c'était quelqu'un de Song Ebon, il était quelqu'un de très organisé, qui peut travailler productif, dans l'ordre, en anticipant des conséquences. Du coup, j'ai demandé à Songé, est-ce que je donne des exemplaires de la musique, un peu comme l'ambiance de musique, ce que je vais te demander de composer. Est-ce que c'est possible de composer un peu des traitements? Du coup, il m'avait déjà composé des petits trucs. Hakim, du coup, ce serait un peu comme ça? Ça te parle comme ça? Donc, on a déjà décidé des types de musique que ça avait déjà composé. Après, on va s'adopter lors de période qui s'appelle post-production. Après le tournage, on commence d'abord monter une sorte de traitement de visuel. Mais c'est un peu comme dispatcher, on va dire. Tous les roches sont adoptés dans bon ordre. Ouais. Mais par exemple, le timing qu'on a découpé le morceau, c'est pas très bon, c'est pas très précisé. C'est juste pour voir ce que ça donne dans cet ordre de combinaison des roches. Après, on va faire donc après ça, on va faire le montage offline. Pourquoi on dit offline? Parce qu'on utilise toujours des proxys, ce qu'on appelle. C'est une sorte de copie des données un peu compressée, mais non, c'est pas la peine de parler. Mais en tout cas, on fait de vrais montages. Ouais. Et simultanément, après cette étape-là, on passe l'étape qui s'appelle étalonnage. Étalonnage, c'est une sorte de correction des couleurs. Comment on change les couleurs sur visuel de film. Et simultanément de cette étape-là, on fait... en fait, c'est un peu aléatoire un peu. Après le montage de vidéo, ça veut dire montage d'image, on peut passer à l'étalonnage et montage sonore en même temps.
D'accord, ça se fait au même moment. Voilà, vous voyez, il y a ce qu'on appelle perchman qui prend un long bar comme ça avec un micro au bout. Ouais. Donc c'est lui qui enregistre le son. Donc le montage son, c'est que de mettre, en regardant l'image déjà organisée, en mettant les répliques, donc ce dont on a parlé tout à l'heure, le son de silence correspondant à ça. Mais en fait, le monteur d'image avait déjà synchronisé les sons. Pour que ça rende déjà plutôt réaliste. Donc lors de montage son, ce qu'on fait, c'est que juste vraiment genre millimétrer en tant qu'ingénieur son, et s'il ressent quand même c'est un peu bizarre, on fait bénévolement un peu déplacer le son pour que ça donne quand même vraiment de crédibilité à l'image. Et donc il y a ça. Et en même temps, il y a un compositeur qui commence à composer parce que c'est déjà millimétré. Tout le montage est validé. Et donc et qu'il compose la musique correspondant à la durée exacte de musique. D'accord, donc finalement, il y a des, comme t'as dit un peu, des idées de sons qui pourraient accompagner le court-métrage avant, et ensuite, en fonction de l'étalonnage et de la post-production, c'est là que tout est réorganisé pour bien coller. C'est ça qui finalise le type de, la musique, les bandes originaux. Donc c'est un peu vice versa en fait. Ils s'influencent l'un l'autre. C'est ultra intéressant de voir que finalement c'est vraiment une sorte de communication, c'est un échange quoi. C'est c'est beau. On va faire vraiment nos meilleurs efforts. Il y a plein de contraintes quand même. On fait vraiment toujours meilleur effort parce que même si c'était censé être projet produit par une production, mais à cause de Covid quand même. C'est devenu impacté clairement. Voilà. C'est devenu totalement indépendant, donc on a demandé Kickstarter d'ailleurs, qui est toujours ouvert. Si vous pouvez trouver notre compte Instagram, c'est en anglais, donc Lost in Eden Short Film. Lost in Eden Short Film. Il y a le lien qui ramène sur la cagnotte en ligne. Donc on est toujours ouvert s'il y a quelqu'un qui s'intéresse vraiment à notre projet, pour qu'on puisse quand même transférer ce projet jusqu'au post-production, voire jusqu'au festival, ce qui est important, pour montrer au grand public. Et comme on a eu pas mal de bons comédiens et bons techniciens, donc on a eu une actrice qui s'appelle, pour le rôle principal, qui s'appelle de Rika. Et on a eu la participation d'une actrice japonaise qui s'appelle Uminarita. C'est une amie à moi. Mais elle vient de finir son tournage avec Michel Hazanavicius, c'est le réalisateur de The Artist. Wow. Et le long métrage qu'elle a sur lequel il a joué avec Karim Viard, et il était deuxième rôle principal, qui s'appelle Tokyo Shaking, réalisé par Olivier Payon, va sortir dans la salle de cinéma à partir de 23 juin. Super. Donc elle a déjà joué avec Karim Viard, et il a déjà travaillé avec Michel Hazanavicius. Donc c'est une actrice merveilleuse et qu'il joue très bien, et elle porte une sorte d'aura par son existence. Et pour le rôle de son mari Isaac, et c'est interprété par Marwan Bereni. D'accord. C'est un très bon comédien aussi. Il a joué un rôle de Abdel dans Plus belle la vie. Plus 10 ans. Donc voilà, c'est lui qui moi je l'ai découvert quand même hors de Plus belle la vie, parce que honnêtement je connaissais pas. C'est iconique Plus belle la vie, mais comment tu l'as découvert? Je l'ai trouvé en regardant un des films télévisés quand même, ce qu'il a fait, ce qu'il a joué dedans, ce qui s'appelle La mystérieure de la basique, qu'il a joué un rôle de prêtre. D'accord. Je l'ai trouvé, ça me parle quelque chose. Et après, j'ai découvert qu'en fait, Marwan, il était un ami d'un très bon pote à moi, qui est comédien, qui s'appelle Peter Lamarck. Ok. Donc, il était un peu comme un intervenant. Je lui ai demandé, Peter, est-ce que c'est possible que tu me présentes à Marwan, s'il te plaît? Parce que j'ai envie quand même vraiment de travailler avec lui. Et qu'il a vraiment, donc grâce à Peter Lamarck, on a eu l'occasion de communiquer avec Marwan Bereni direct. Et j'ai fait une négociation, il a gracieusement accepté sa participation, notre demande de sa participation au projet. Et comme ça, donc 2 rôles principaux sont interprétés des merveilleux comédiens, mais en même temps, il y a des rôles de Goda qui seraient interprétés par Yuki Bayur. C'est un comédien japonais, mais qui a grandi en France, donc il a notamment fait théâtre, mais pour lui c'est un peu comme un grand challenge
de jouer en japonais. Parce qu'il est japonais mais qui a grandi en France, donc sa langue maternelle c'est français. Et pour le rôle de Genève, donc qui est représentant de côté administration française, pour le rôle de Genève, interprété par Natacha Moinpour. Donc elle est une merveilleuse comédienne, mais d'origine iranienne. Mais je lui ai demandé, enfin c'est juste, donc on a fait une sorte de effets spéciaux quand même parce que c'est vrai qu'elle est d'origine iranienne. Donc c'est pas, par contre le rôle est d'origine tunisienne. Genève, c'est narrativement parlant, c'est un personnage d'origine algérienne. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas crédible, mais en fait c'est toujours le dilemme quand même. Hein. J'espère que vous comprenez. Ben parfois il y a bizarreté quand même, par exemple pour le rôle de Malien qui est interprété par exemple un noir américain, c'est bizarre. Ok, je vois. Mais en fait on essaie de nous réalistes on a toujours une sorte de dilemme parce qu'il y a des comédiens qui jouent très bien, mais si il y a des comédiens crédibles par rapport au rôle, par exemple il y a un comédien malien qui joue pas très bien mais qu'il est malien, et ce qu'on cherche c'est un malien pour un rôle de malien. Mais l'autre côté, un américain qui joue très très bien mais qui n'est pas malien. Finalement, enfin, vous allez plutôt pour aller vers quelque chose de plus professionnel, j'imagine. Ouais, c'est dilemme. C'est dilemme. C'est un dilemme. En tout cas, enfin, c'est super intéressant de voir que, enfin, dans le film aussi, dans l'équipe, on retrouve cette internationalité. Ouais. Cette diversité. C'est vraiment marrant. Il y a même un comédien qui a accepté le rôle de figurant parlant, mais qui est très important dans l'histoire. Il est angolais. Il est français d'origine anglaise, pardon. Non mais c'est vraiment, c'est dingue quoi. Je voulais pas chercher ça, hein. Mais juste, il a postulé au projet. Ah ouais? Et du coup, son nom, son prénom, c'est Aristote. Bah, du coup, ça m'a fait, Aristote, est-ce que il est d'origine grecque ou? Mais non, en fait, il est d'origine angolaise. C'est rare. C'est rare. Surtout en France, il y a, je pense, pas peu d'angolais. Qui s'appelle Aristote, c'est encore moins. En plus. Donc c'est tout par hasard comme ça. Et je suis très excité quand même de pouvoir avoir toute l'équipe très multiculturelle. Oui. Et en fait toutes les équipes qui ont accepté le projet, malgré que ça devient un peu indépendant, mais en fait c'est l'équipe, y compris les comédiens, on est très très quand même ambitieux. Ouais. On est très ambitieux malgré on confronte tous les jours, littéralement tous les jours. D'ailleurs, ce matin aussi, j'ai eu quand même un appel de souci par la directrice de production. D'ailleurs, elle est aussi bolivienne, qui s'appelle Agar. D'accord, ben là, donc directrice de production, c'est une bolivienne. Donc mon équipe, enfin, je vais pas chercher mon équipe comme ça, mais souvent les gens qui comprennent le thématique et le sujet de mon film, c'est quelqu'un qui ont déjà vécu cette histoire. Ah ouais, je comprends cette difficulté, donc j'aimerais bien travailler dessus. Mais ça te montre que même tu vois, enfin, tu touches une thématique et même ton histoire, je pense qu'elle est assez forte et donc beaucoup de personnes s'y retrouvent. Et enfin, je trouve ça beau, enfin, c'est bien, c'est l'image de la France en fait, simplement l'équipe de production. Donc j'espère vraiment que vous allez réussir à la porter jusque sur les écrans, dans les festivals, parce que voilà, encore plus de personnes, j'espère, enfin, comme ça pourront la voir et l'apprécier. Ouais, merci. Oui, on va faire vraiment notre meilleur effort pour distribuer ça jusqu'au festival. Et peut-être un jour, on va organiser une sorte de projection publique, si on aura assez de budget pour ça. On va voir quand même le résultat au festival. Ce serait top. Ouais. Eh ben écoute, Akihiro, enfin, alors, on arrive à la fin de l'épisode. Mais en général, j'aime beaucoup finir les épisodes avec une rubrique assez particulière qui s'appelle le karaéko. C'est un karaoké inversé, tout simplement. Alors, je vais te donner des paroles et tu vas devoir retrouver la musique dont elles viennent. Ah, ok, c'est une sorte de jeu. Ok. Donc je dois pousser le bouton d'alarme. Voilà, dès que t'as la réponse, tu tentes. Même si t'es pas sûr, tente quand même. Est-ce que tu es prêt? La mer Noire. La mer Noire. Ah, c'est presque bon. C'est dur de dire non. Ah, mais c'est pas ça. C'est pas la mer Noire. Ok. Premier indice, t'es prêt? Allez, vas-y. Alors, afin que ces bêtes puissent paître et se rafraîchir, c'est 30 bornes à faire. Attends, t'as déjà commencé des répliques? Ouais. Des paroles? Ça, c'est dans la musique. Afin que ces bêtes puissent paître et se rafraîchir, c'est 30 bornes à faire, ces voleurs de bétail et leurs kalachnikov qui tirent sans réfléchir. Normalement, c'est une musique que tu connais plutôt bien. Kalachnikov, non? Ah, attends.
Attends. Il y a Soprano avec Blacko. Fermez les yeux, imagine-toi. Waouh! Yes! J'ai cherché une phrase difficile à trouver. Difficile, je me suis dit que il pourra pas trouver du premier coup et il l'a fait. Non mais vraiment respect, gros respect. C'est sûr? Il y avait pas de... En vrai, il y avait pas de prépa, hein. Il y avait aucune préparation, sans filet, il a fait du premier coup, c'est très très beau. Mais alors, c'est donc la musique que tu mets en introduction de la Bible. Je me souviens, t'avais choisi des paroles précisément. Pourquoi cette musique-là? Bah, en fait, c'est comme par hasard, en fait, mais c'est la musique qui parle vraiment, qui me parle vraiment. Parce que Blacko et Soprano, donc, qui est donc rappeur de Pussycat, en fait, c'est une musique qui parlait vraiment de la difficulté d'ailleurs. Il y a, dans la verse, il y a une autre parole qui dit « Relativise bien. Imagine-toi. » en fait, ça n'arrive qu'aux autres. On n'arrive pas à réaliser ce qu'on n'arrive pas vécu, machin. Enfin, moi, je n'ai pas encore précisément mémorisé par cœur. Mais en fait, ce qui est très important quand même, parce que vu qu'on vit quand même dans la société plus, on va dire, en plan sécurisé, on n'arrive pas à imaginer jusqu'au moment que ça n'arrive qu'aux... Bah, en fait, tant qu'ils arrivent qu'aux autres, on n'arrive pas à visualiser ce que c'est dur pour eux. Mais ce qu'il parle, c'est vraiment important, c'est qu'il faut relativiser ta vie active, comment ta vie est vraiment belle, comment on est vraiment privilégié de pouvoir vivre dans la sécurité. Et en fait, c'était un peu mon itinéraire de vie. Je vais pas parler, mais mon premier voyage en solo, c'était en Afrique du Sud et en République de Zambie. C'est la première fois que je pouvais pas manger des choses que je voulais pas au moment où je voulais manger. Ok. Donc désormais, c'était quand j'avais 19 ans. J'ai commencé à vraiment remercier Dieu, à mes parents. Comment c'est vraiment heureux et privilégié de pouvoir manger des aliments, des nourritures au moment où tu veux manger. C'est pas en vrai, mais j'avoue, parfois, probablement, il y a certains parmi vous, peuvent vous dire que ouais, c'est un peu hypothèse, parce que c'est un peu hypocrite, parce que moi, je vis dans la société sécurisée. Oui, parce que j'ai envie de vivre dans la sécurité, mais faut pas oublier justement, on peut pas être genre super-héros comme Guevara ou révolutionnaire de tous les pays, Malcolm X non plus, mais juste faut apprécier, remercier tout ce qu'on a dans la vie quotidienne actuelle. Et ces paroles-là, moi je trouve que cette musique, ce morceau de rap français qui parle de ça. Parce que parfois des raps parlent un peu trop de la vie très localisée. Notre quartier, ça passe ça, c'est problématique. Mais celui-ci, en tant que musique, le morceau musical parle d'ailleurs, mais adressé aux gens locaux. Donc c'est une sorte de liaison entre deux univers différents, ce qui a vraiment parlé. Mais c'est comme par hasard quand même. Est-ce que t'es sûr que c'était plus 4 avec... précisément parlant, c'est Soprano featuring Blacko. Oui. Je crois. Je suis sûr. Si tu veux, je vais te donner les autres indices pour te rassurer, mais après je vais te dire, imagine Madagascar et ses montagnes. Oh, et il y avait des paroles de... on formait dans le bus comme Mama... Relativise, imagine-toi. Imagine dans un pays Afrique, il n'y a pas de l'eau potable, machin. Ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait bon. Oui, j'ai découvert grâce à toi. Il y a Madagascar aussi. Mais oui, il y a une sorte de station d'affaires Natacha Campus. Mais j'ai réécouté parce que il y a des lyrics qui sont passés au-dessus. Mais c'est un son qui est très très riche. Vraiment d'en avoir fait de la station. C'est la musique effectivement que j'adore. Ouais. Mais écoute, Akihiro, on arrive à la fin de cette interview, mais merci. Merci à on toi. A réussi. On l'a fait. On a réussi à mettre le rideau de fin. Non mais t'as pris de ton temps et t'as pris le temps de parler de ton film, de tes passions avec moi, ça me fait très plaisir. J'espère que ça vous plaira aussi, à vous auditeurs.
Peut-être si tu veux dire un dernier mot, parler de ton film, rappeler l'Instagram, n'hésite pas. Ok. Bah, merci pour cette occasion encore une fois à Cécile, notre, tu te considères animateur ou organisateur? Animateur, c'est animateur très bien. Okay, de cette émission-là, vraiment fameux. Et donc merci pour l'occasion de rappeler mon projet. Donc je suis en train de, le projet est toujours en pré-production, donc au niveau de préparation. Par contre, notre compte Instagram est toujours ouvert et notre cagnotte, donc recherche de sponsoriat avec vous, les donateurs potentiels, est toujours ouvert. Et donc merci de chercher en Instagram de compte de notre projet qui s'appelle Lost in Eden Short Film. Lost in Eden Short Film. C'est écrit en anglais pour que on peut transférer, donner cette thématique et de notre projet un peu à global. Par contre, le titre du projet en français, c'est ce qu'on appelle Perdu dans l'Éden. Pour certains gens, pour moi aussi, c'est l'Éden. Pour moi, la France, c'est vraiment l'Éden. Malgré qu'il y a plein de trucs qui nous arrivent, vraiment pas inadmissibles, mais quand même, on est là parce qu'on l'aime. On aime bien vivre ici. Mais parfois, on se perd. Donc j'aimerais bien montrer cette difficulté d'être émigré, et même pour les Français aussi, il y a vraiment de difficulté. Donc j'aimerais bien montrer ce France, d'être minorité dans la société française, pour poser la question. Et je suis pas, encore une fois, je suis pas Guevara, donc je peux pas changer le monde. Voilà, j'aimerais bien que vous allez adorer ce projet, et un jour j'aimerais bien vous rencontrer dans la salle de cinéma. Merci encore. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cet épisode de Décolocation, réalisé avec la participation d'Aki Hero. Un grand merci à Aurélien Maire pour sa musique de début, ainsi qu'à Alexandre Adam pour sa musique de fin et son travail de mixage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous apporter votre soutien sur Instagram, Twitter et désormais YouTube. Je vous remercie pour votre écoute et vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Décolocation.